Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et nous sommes jeudi. Qu'est-ce que ça file déjà, hein? Ce matin, nous entamons sous le thème de la liberté d'expression, la liberté de vivre, la liberté d'aimer, la liberté de faire ce qu'on veut, mais toujours en pensant à l'autre. Le fait, bien sûr, pour nous de pouvoir être ici aujourd'hui est une grande liberté déjà. Et c'est vrai qu'en général, lorsque nous parlons liberté, nous y ajoutons et accolons ce mot-là qui est la base de tout. On parle de la paix. Alors nous souhaitons la paix dans vos foyers, la paix dans vos cœurs ce matin. Et comme toujours, l'équipe est là en mode paix, en mode joie, en mode repos pour elle. Elle a trop fêté hier. Voilà, donc on ne va pas beaucoup parler. Yeah. Elle a rigolé ou tu as fait quoi? Tu as rigolé là? Elle a honté. Elle a honté. Ça va aller, ça va aller. Bonjour la famille. Bonjour. Ça. Chasse le naturel, il revient au galop, quoi. Oui. Elle voulait être chanteuse. Hein. Yes. Heureusement que Dieu a choisi Céline Dion à la place. Alors, Yemi, tu nous as chanté le bonjour. Ça veut dire que ce matin, tu as la pêche. Comme d'hab. Et la banane. Et la banane. Alors, bonjour Aïcha, bonjour le plateau et bonjour aux téléspectateurs. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien réveillés ce matin. Nous, ça va. Thé, café, vin, liqueur, tout ce que vous voulez, on y va. C'est bon? Très bon. Ça passe? Ça passe. Ou ça casse? C'est bizarre. En tout cas, comme vous le voyez, hein, quand elles sont toutes les deux ensemble là, ça donne un cocktail, je ne sais pas molotov. Il faut qu'on trouve un cocktail il faut qu'on trouve un mot qui ressemble au Togo. On va chercher. Un cocktail Boto Coin Gaou. Qui est Boto Coin, qui est Gaou, je ne sais pas encore. C'est pas le Gaou des éléphants. Du pays des éléphants. Hein. On dit premier. Oui, voilà. C'est moi le Soé. J'allais le dire. Même quand tu dis Soé, là, malheureusement, tous ceux qui nous suivent de par le monde, ils savent pas ce que c'est. Hein. C'est vrai. Les beignets du haricot. Oui, les beignets du haricot, oui. Je comprends. Les beignets du haricot, et on assaisonne ça avec un bon coco, c'est-à-dire du mil ou du petit mil. Et l'une des particularités, quand on fait ça avec l'huile de beurre de karité, ça peut tuer. Désolée si on réveille vos papilles ce matin. C'est bizarre, je sens qu'il y a des gens actuellement qui sont en train de prendre du coco, le soya à la fin. C'est clair, c'est de mon bol là. Bonjour Gaëlle. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs. Oui, c'est ce matin et on commence comme ça. J'ai envie de dire ceci. On ne descend pas d'un cheval pour monter sur un âne. En tout cas, il est très important de chercher à évoluer. On cherche toujours à évoluer dans la vie et c'est comme ça. Quand on est là, à un moment donné, il faut toujours chercher à évoluer, à gravir les échelons et à grandir. Donc, j'espère que chez vous, faites des efforts pour ici. On le fait tout le temps pour vous donner du plaisir. Voilà, et c'est comme ça. Dixit, en fait, quand tu as donné la citation Dixit. La vendeuse de Gao. Non, c'est un gros de bateau. En tout cas, non, ça va. Je me yémitise ou c'est pas bon? Il vaut mieux pour nous. Eh bien, en tout cas, ils sont de l'autre côté. On va dire bonjour, Monsieur Morou. Quand on parlait de Soé tout à l'heure, vous étiez en train de déglutir. Vous aimez ça ou pas? Bonjour d'abord. Bonjour. Vous l'aimez ou pas? Oui. Vous aimez ça? Exactement. Ça vous plaît? Le soé et le coco. Lequel? Il y a le blanc, il y a le rouge. Oui, le blanc. Le Coco blanc. Il connaît les bonnes choses. Mais le soé est rouge. Mais le soé est rouge. Pas tout le temps, non? Non. Bon, c'est non, moi j'en connais où à l'intérieur c'est blanc. Ça c'est Non, c'est l'extérieur qui est rouge.
Ouais. Ça dépend en fait. C'est Il y a rouge. le chaos et puis le C'est orange. Sony, quoi. Ok. Gabine dit que c'est orange. Gabine dit c'est orange. C'est orange. Ok, oui, c'est validé. Validé. En plus. Accordé. C'est accordé. Le Zoé léger là, c'est orange. Oui, c'est vrai. Oui, le léger, oui. Oui, Oui. le léger orange. Mais bon, Il y a l'autre l'autre qui est là, jaune. un peu Oh, mais rouge. quelle discussion ce matin. Ah, Franchement, une discussion très intelligente. Gastronomique. De qualité supérieure. Et c'est pas cher. Non. Voilà, c'est ça. Ok, donc, bonjour à toutes. Bonjour. Bon, je suis seul. Vous vous saluez? Non, j'ai dit aujourd'hui, je suis seul. Ah, d'accord. Donc, je ne vais plus dire. Ah, ok. Tous. Ok. Et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent également ce matin. Et tout le plaisir est pour nous de venir, de partager ce que nous avons. Merci. Nous sommes en mode anniversaire de Miss Gab pour toute la semaine, ce jusqu'à dimanche. Tout arrivé. Qu'est-ce qui peut arriver? Tout, absolument tout. Tu vas fuir? Non, c'est-à-dire, il y a plein de personnes qui envoient des messages. Ok, je suis impolie, désolée. Bonjour à vous. bonjour, vraiment. Alors, je disais tantôt qu'il y a plein de personnes qui envoyaient des messages. Oh, Gabine, on fait tout, on boit où? Tu nous invites où? Je prends mon temps puis je dis à Sini. Et puis on me demande, on fait comment pour arriver? Mais tu te débrouilles en transport? So, ce matin, la petite discussion que j'ai eue avec Yemi, c'est que ça continue jusqu'à fin février. Donc, de toutes les façons, tout peut arriver. Donc, be calm. Be calm. Il n'y a pas de souci. Alors, moi, ce matin, déjà, je tenais à remercier toute cette panoplie de personnes et de personnalités qui m'ont vraiment fait honneur. Waouh, j'étais vraiment émerveillée, surtout en commençant par les filles ici. Le matin, c'était bien avec vraiment d'amour, de rigolade. Aïcha qui m'a... C'était comme sur un ring de boss, mais c'était super bien. Allez sur la page de Nectar. Allez sur la page de Nectar, vous allez savoir de quoi on parle ce matin. Alors tout le reste de la journée, disons que le 228 a été à l'honneur grâce à moi et grâce aux communicateurs. 225. Yeah, et on a envahi le 225 également. Alors ce que je tenais à dire en plus de cela, c'est que le monde est rempli de plusieurs personnes qui ont peur de faire le premier pas, juste par multiples raisons. Mais il faut savoir que quel que soit le projet dans les différentes... Voilà, dans les différents, je sais pas, compartiments de votre vie amoureuse, sociale, patati patata, professionnelle, il faut toujours oser faire le premier pas. C'est vraiment important pour arriver à bâtir quelque chose à l'avenir. Donc, que dire de plus? C'est un peu ça. Fais le premier pas de quoi hier? Disons qu'il y avait un projet qui me tenait à cœur. J'ai trouvé une opportunité, donc je ne l'ai pas loupé. Je l'ai vraiment pas loupé, mais figurez-vous que je doutais. Je doutais, je dis, bon, tu ne perds rien, il faut le faire. Si ça ne marche pas, bon, c'est que ça ne marche pas, quoi. Tu aurais quand même essayé de le faire. Du coup, ça a marché. Super. Peut-être que c'est la chance de l'anniversaireuse. Il faut prendre des risques dans la vie. Il ne faut Oui. pas avoir peur de se lancer quand on a vraiment envie. Si ça vient du cœur, peu importe ce qui se passe autour, il faut se lancer tout de suite. Oui. On verra après. C'est clair. Là, vous avez raison. Et tu as mangé un gâteau? Malheureusement, non. Pas encore. non. Pas encore. Je pense D'accord. qu'on attend un gâteau. Peut-être que c'est nous, on va... Fraise, chocolat. Donc, sinon, on peut discuter des parfums en même temps. Hein. Discutage. On peut faire quoi? Discutons des parfums vivants. Cette fois-ci, on va faire sourire. Sauver. Plusieurs étages. Il n'y a pas de souci. Ben, je suis partante pour tout. Pour tout. Oui, je suis partante pour C'est tout. une innovation. En plus, c'est vrai. Et au lieu de boire du champagne, on boit du coco. Tranquille, on est classe, on est chic. C'est l'attitude qui compte. Oh là là, vraiment, vous avez fait ma journée, donc je suis hyper contente. C'est bizarre, c'est que ça continue jusqu'à ce matin, quoi. Carrément. Carrément. Oui. Ça continue jusqu'à ce matin, so thank you so much. Yeah. Voilà. Voilà, donc tout est dit. Oui.
Tout bien, je ne crois pas. Il y a des femmes qui vendent Soé. Non, mais avec son histoire de sauce, c'est elle qui a commencé. C'est elle qui a commencé. C'est Gaël qui a commencé avec l'affaire du Soé. Et franchement, la partie où tu as parlé c'est toi qui as parlé de l'assaisonnement du piment et autres. Non, ouf, j'adore ça. C'est trop chic. Je veux du Soé dans ma vie ce matin. Ah oui, pas de paillettes. Pas de paillettes, non, du Soé dans ma vie ce matin. I need it. Donc, vous allez passer la commande pour moi immédiatement. C'est sans problème. D'accord, donc rapidement, faisons-le. Vivant. Oh, l'expression là, Gabinet. C'est très décrit Pour elle, c'est pour moi. Et puis, alors chez nos parents vivants. Oui, je fais une bonne égérie. Hein. Je divague ça un peu partout. Quoi. Vraiment, vraiment. Welcome dans la discussion. On l'avait totalement ignoré, oui, quoi. Sinon, tu peux partir en vacances, hein, tu as la journée à tout, toi. Ouais, non, bon, écoutez, il n'y a rien d'autre à dire. Tout a déjà été dit. Vous avez compris que pour le petit-déj de ce matin, on aimerait donc, pour tous les Togolais de la diaspora qui nous suivent, raviver comme ça ce petit goût-là de coco et gaou en vous. Et ensuite, ben voilà. Dites-nous, écrivez-nous et dites-nous ce que vous prenez comme petit-déj. De l'autre côté là-bas, hein, voilà. Sinon, il y a des gens comme moi là, c'est foie gras, Yes. caviar, Oui. et j'en passe. Regardez là. De cheddar. Non, regardez là, quoi. Oui, on ne fait pas dans la dentelle. Jamais. On appelle. Si, On fait dans le guipu. Bien, non, mais tout est déjà installé, comme vous pouvez le voir. On est impayable, mais on va changer. Comptez sur moi. Inch'Allah. On va changer, on va devenir des gens bien. Il faut nous dire Inch'Allah. Non, bien, on n'a pas entendu. Ah oui, il y a une manière de le dire. Allez-y. Inch'Allah. 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 On va y arriver. Voilà. On peut travailler à la mosquée, non? Travailler juste parce que tu sais dire Inch'Allah. Bon, je pense que là, franchement, on va aller dans Agir pour la vie. C'est plus possible. question là, Olivier. Oui, quoi. Eh Dieu, il y a à manger là-bas. On se retrouve. C'est compliqué. Ah non, même la régie ne veut pas partir. Bon, c'est vrai. Elle dit, mais cette question est juste. C'est-à-dire, tu y vas, surtout les enfants qui commencent par venir à la mosquée, tu leur dis, asseyez-vous ici, et la position à prendre, on dit, Inch'Allah. Hein? Mais c'est un travail. Agir pour la vie. Agir pour la vie. Pour la vie. Oui, on y Voilà. va, On y va. Dans Agir pour la vie, on se retrouve. Agissons pour la vie. Vivant. Merci. Et Dieu. Bon, ok. On y va alors. Bon, c'est compliqué. Allez, on se ressaisit, hein, comme vous le savez. Chaque- Eh bien, nous sommes de retour et cette fois-ci, on va parler avec Monsieur Mourou ce matin de compétences, si je ne me trompe. C'est bien ça? Alors, compétences, bilan de compétences. Expliquez-nous tout. Bonjour aux téléspectateurs. Et ce matin, nous allons parler, comme vous l'avez dit, du bilan de compétences. Donc, dans le tout dernier numéro, nous avons parlé du bilan personnel. Et cette fois-ci, nous enchaînons pour parler du bilan de compétences. Donc, nous disons que le bilan de compétences est un exercice personnel qui nécessite l'accompagnement d'un spécialiste, qui est le plus souvent un psychologue du travail ou un conseiller bilan
en tout cas ceux qui font le bilan de compétences sont appelés des conseillers bilan. Donc en vue de permettre à un salarié ou à un diplômé de pouvoir faire un état des lieux de ses compétences, de ses aptitudes et de faire, je sais pas, de faire une photo, si on peut le dire comme ça, de sa vie. Donc le bilan de compétences va lui permettre de faire des mises à jour par rapport à ses compétences, de savoir à quel niveau il est par rapport aux compétences et de savoir ce qu'il faut et ce qui lui manque et pour pouvoir embrasser une carrière, une nouvelle carrière ou bien choisir une reconversion si cela est possible. Donc le bilan de compétences, contrairement au bilan personnel qui est réservé aux élèves, le bilan de compétences est réservé cette fois-ci aux diplômés et aux salariés. Aux diplômés et aux salariés. Oui. Laissez-nous comprendre, quand vous dites diplômé, c'est-à-dire si aujourd'hui je viens d'avoir mon master, je vais aller faire, si aujourd'hui, jeudi 20 février, c'est bien ça, exactement. Je viens d'avoir mon master, demain je peux aller faire un bilan de compétences. Exactement. Déjà, ou alors c'est peut-être parce qu'on évolue dans un milieu professionnel et à un moment donné, on se demande si vraiment on évolue avec son environnement ou avec son travail. Ouais, les deux choses les deux choses sont possibles. On peut le faire juste lorsque je finis j'ai un diplôme, je peux faire le bilan de compétences pour savoir ou bien pour connaître les compétences que j'ai afin de pouvoir me lancer dans une activité donnée, afin de pouvoir choisir une carrière qui correspondrait le mieux avec mes qualifications. Ou soit je suis déjà salarié ou travailleur dans une structure, je fais un état de lieu de mes compétences pour m'assurer que réellement ce que je suis en train de faire correspond exactement aux compétences que j'ai. Ou soit je suis là-bas, mais j'ai envie de quitter. Je fais un bilan de compétences pour pouvoir m'assurer que réellement je ne me trompe pas. J'ai d'autres compétences que je pourrais facilement vendre ailleurs. Donc je pense que dans ces deux situations-là, le bilan de compétences est possible. Comment ça se déroule, le bilan de compétences? Une chose est sûre, on vient vers non, c'est le consultant. Celui qui vient, c'est le consultant. On vient vers un psychologue, c'est ça? Oui. Pour faire un bilan de compétences. Comment ça se déroule? Donc la démarche, ça varie, ça peut varier des structures. D'autres iront jusqu'à 4 démarches, d'autres s'arrêteront le plus souvent à 3. Mais bon, ce qui est généralement conseillé, c'est les 4. Parce qu'à la fin, il faut faire un suivi et tout. Mais les 3, c'est que la toute première étape va consister aux prises de rendez-vous, aux réunions. Parce que le bilan de compétences, bien sûr, on peut amener toute une équipe dans une entreprise à ce que vous puissiez leur faire le bilan de compétences. Donc, lors de la toute première rencontre, il faut échanger avec ce groupe-là, leur expliquer le bien fondé du bilan de compétences, ce que réellement, ça dit, ce à quoi ils doivent s'attendre, parce que, je n'ai pas dit une chose, le bilan de compétences, c'est en fait un exercice fastidieux. Ça dit, ça fatigue. Parce que, bon, j'ai pris, juste pour exemple, de vous montrer le classeur du bilan de compétences. C'est gros, c'est jusqu'à 39 pages. Il faut que le client puisse pouvoir répondre à toutes les questions qui sont posées. Sur ces 39 pages-là? Oui, sur ces 39 pages-là. Donc c'est très fastidieux. Et ça ne se fait pas en un clin d'œil, ça ne se fait pas en un jour. C'est étalé sur 3 mois, 2 à 3 mois. Donc dans certains pays, normalement les gens prennent des congés spécialement pour aller faire le bilan de compétences. Parce que c'est réglementé par la loi et l'État finance au fait une partie de ça. Donc les salariés, ça devient une nécessité pour eux de pouvoir faire le bilan de compétences. Parce que c'est primordial pour chaque salarié ou travailleur de pouvoir à chaque moment actualiser ses compétences. Et c'est personnel également. Donc dans les démarches là, la toute première, comme je l'ai dit, faire des rencontres avec ces personnes-là à qui on veut faire le bilan de compétences, leur expliquer le bien fondé,
Et maintenant, vous pouvez commencer les entretiens individuels parce que c'est un truc personnel. Donc, il faut que ça soit individuel. Chacun expose son problème, son souci, et vous allez essayer d'analyser ensemble. Donc, la première partie va consister à écouter, à accueillir, aux prises de rendez-vous et tout. Donc, c'est la première partie. La seconde partie, vous allez analyser les compétences. Cette fois-ci, vous allez analyser les compétences du client ensemble. Donc, c'est pas, vous n'êtes pas à une évaluation où vous n'êtes pas là à poser des questions-réponses. Je vous pose une question, vous répondez non. Le bilan de compétences, c'est sous forme de partage et d'échange. Vous discutez ensemble. Et le conseiller bilan ou le psychologue du travail qui va faire ce travail-là doit se positionner dans des postures données. Bon, peut-être à la suite, nous y reviendrons. Donc, dans cette deuxième phase-là, nous allons faire l'investigation des compétences que l'individu a. On va analyser cela ensemble. Et dans la troisième partie, et cela va permettre à ce que nous puissions établir un projet professionnel pour l'individu, ou soit un projet de formation si la personne veut. Et la quatrième, d'autres l'ajoutent, ils vont vous accompagner durant tout le processus. Donc je pense que c'est les grandes étapes, on allait pouvoir expliquer, mais bon, on a touché du doigt ce que chaque étape prévoyait, mais c'est les grandes étapes là qui je peux dire, composent le bilan de compétences, la phase du bilan de compétences. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est juste que quand il avait dit que c'était vraiment important que l'État même subventionne une partie, mon idée s'était envolée au fait. C'est-à-dire, tu prends des congés, on te subventionne, tu vas te reposer au bord d'une plage ou un lieu paradisiaque, tu te détends pour pouvoir répondre à tout cela. Oui, exactement. Voilà, c'est tout ce que moi je voulais savoir. C'est vrai que cette partie, je l'ai vue avec les yeux qui clignotaient comme ça. Bilan de compétences, bilan de compétences, bilan de compétences. On en a besoin là. Exactement. Oui. Donc, mais ça se fait en séance. Donc, vous ne remplissez pas en même temps. Donc, à chaque séance, vous discutez avec le conseiller bilan sur les parties qu'il faut remplir avant de venir. Parce qu'une seule partie, je pense que vous pouvez passer une semaine sans avoir une seule idée par rapport à ce que vous voulez dire. Parce que la toute première partie ici nous parle du récit de vie. Donc, ici, on dit vous disposez de deux pages suivantes pour rédiger le récit de votre vie depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. 2 pages. 2 pages. On peut même ajouter si on veut, non? Non. Mais non. Donc, vous voyez que cette partie seulement nécessite beaucoup de concentration et il faut que la personne puisse être dans des Donc, ça veut dire qu'il faut possibles. forcément que ce soit 2 pages. Quand c'est dit comme ça, Oui. il faut obligatoirement que ce soit 2 pages. Oui, ça va permettre de... En fait, ici, c'est pour avoir, ça dit, une idée par rapport à votre vie, comment vous l'avez passé et tout. Et ça va permettre aussi, si ce n'est pas trop volumineux, de pouvoir discuter facilement et que le conseiller bien puisse vous aider, vous accompagner sur certains points. Donc, oui. Est-ce que c'est un document auquel l'employeur a accès? Non, c'est confidentiel. Ok. Ça dit, vous n'êtes pas obligé de montrer votre bilan de compétences à votre employeur. Et lui non plus ne peut pas vous poursuivre si vous ne le faites pas. C'est personnel et le conseiller bilan est tenu. Même si c'est l'employeur qui le demande, on doit avoir l'avis de l'employé d'abord avant de pouvoir faire de passer au bilan de compétences. Ça dit, lorsque j'ai une structure et que je me rends compte qu'il faut que mes employés puissent aller faire le bilan de compétences, il faut qu'eux soient d'accord avant de le faire. Ok. S'ils ne sont pas d'accord, je ne peux pas les poursuivre, ce n'est pas obligé qu'ils le fassent. Mais s'ils le font, les résultats ou bien les résultats, c'est à eux. Ils sont libres de pouvoir le divulguer ou pas. Et c'est en fonction de ça, ils vont pouvoir décider s'ils veulent évoluer dans la carrière au sein de l'entreprise, s'ils veulent quitter l'entreprise pour aller vers d'autres horizons, ou si carrément ils pensent que
ils pensent ou bien ils doutaient par rapport aux compétences qu'ils avaient. Et ça va leur permettre de pouvoir confirmer, être confiants par rapport à ce qu'ils font. D'accord. Et- En somme, si nous comprenons bien, déjà, on apprend que le bilan de compétences est subventionné en partie Oui, en partie. par l'État. Oui. Et on peut décider soi-même de faire son bilan Ou de pas. compétences ou pas. L'employeur n'a pas l'autorité Oui. requise. Il peut suggérer, mais il ne peut pas dire, voilà, c'est obligatoire, vous devez faire un bilan de compétences. C'est bien ça. Exactement. D'accord. Ensuite, lorsqu'on va maintenant pour faire le bilan, comme la partie qui réjouissait, Les vacances. c'est carrément consommer off de la vie professionnelle. Normalement, oui. 3 mois. Normalement, c'est 3 mois là. Mais parce que l'État, excusez-moi, l'État est conscient par rapport à ça. Donc, l'État sait que pour faire ce bilan-là, il faut un maximum de concentration. Et lorsque vous demandez un congé bilan, l'employeur a obligation d'accepter pour vous laisser partir. Donc, ce n'est pas un truc qu'on discute. Pourquoi mon cœur commence à battre d'un coup? Je vois Niemi ou une Gaëlle, une cabine qui va arriver dire bonjour boss. J'ai réfléchi, j'ai l'impression que j'ai besoin d'un bilan de compétences. Et j'imagine la réponse qui va fuser déjà, donc il n'y a pas de souci. Tu vas faire ce bilan-là le même jour, avoir tous les résultats le même jour décryptés, et puis c'est fini. En fait, il faut faire ton bilan. Mais non, tu n'as pas besoin de ça, un bilan. Non, tu n'as pas besoin de ça. Un monument n'a pas besoin de bilan. Tel qu'il suit. Mais justement, c'est pour ça. Alors, donc, ce qu'on voudrait dire, la question qu'on voudrait poser, comme vous le disiez, c'est que on est, comment vous avez dit, l'État est aware que normalement, il faut faire off pour quelques temps pour aller faire le bilan. Et comme vous le dites, là, vous nous avez donné juste pour ce premier jour-là, c'est-à-dire quand je viens vous voir et qu'on se met d'accord sur le démarrage des séances, vous me donnez, c'était quoi la première? Le cahier. Ah, je prends le cahier. Oui, vous prenez le cahier. Le cahier est à vous et c'est à vous de le remplir. Est-ce que c'est, comment le dire, c'est fait selon le profil de chacun ou alors ce sont des questions pour tous? Non, c'est des questions pour tout le monde. Mais bon, ça va dépendre de comment vous allez pouvoir remplir. On peut avoir un exemple de question par À part n'importe la quelle première page oui. que vous aviez donnée. Ok. N'importe quelle page et nous donner un exemple. Donc, ici on dit, bon, ici c'est l'introduction. On dit, par exemple, de donner les éléments les plus marquants de la vie professionnelle. Indiquez ci-dessous 5 événements marquants de votre vie professionnelle et commentez-les brièvement. Donc on met 5, 1, 2, 3 jusqu'à 5. Vous n'êtes pas obligé de pouvoir remplir les 5, mais il faut qu'il y ait une information là-dedans. Donc vous donnez l'événement et vous dites pourquoi l'événement-là est marquant pour vous. Négativement ou Ou positivement. positivement, vous l'expliquez. Ok. Donc c'est des questions qu'on peut avoir. Ou soit des personnes qui vous ont marqué durant votre cursus, les difficultés que vous avez eues dans votre vie professionnelle. Donc vous allez lister ces difficultés-là et dire un peu avec comment ça s'est passé, tout ça, et comment vous êtes arrivé à surmonter tout ça. Donc il y a plein d'exercices. Si je comprends bien, ça se concentre uniquement sur la vie professionnelle, Non. pas sur la vie privée. D'accord, on demande de raconter. On va. La première page qui Demande de raconter. là, c'est la vie professionnelle ou c'est la vie entière? C'est la vie entière. C'est-à-dire depuis votre naissance jusqu'au jour là. Jour que vous prenez le cahier. Naquis. Oui, vous êtes né le. Donc également, bon, il y a des questions qui sont liées à votre personne. C'est-à-dire, on va ici évaluer votre personnalité. Donc au-delà de tout ça, bon, sûrement que quelqu'un se posera la question, est-ce que bon, quelqu'un ne se permettra pas de pouvoir dire ce qu'il veut, juste histoire de pouvoir vite passer. Ouais. Certaines personnes peuvent amener à le faire. Mais à la fin, vous allez voir qu'à la fin, il y a des parties réservées
à la passation des tests. Il faut qu'on vous passe des tests pour pouvoir confirmer. Donc, les tests, les résultats de ces tests-là vont nous permettre réellement de confronter ce que vous êtes en train de dire et de savoir si réellement vous... Alors, ces tests-là sont-ils basés sur les informations données au préalable? Parce que si ces tests ne sont pas basés sur les informations au préalable et que la personne peut toujours aller dans le même état d'idée et ne pas peut-être aller en profondeur, même au niveau de ces tests. Oui, ici, c'est bien vrai. Ça veut dire qu'il y a un élément qui va faire en sorte que vous ne puissiez pas mentir. Parce que c'est cher et ça coûte. Vous n'allez pas vous hasarder en payant cette somme-là de pouvoir faire de la pagaille. Donc vous êtes sérieux et c'est sûr que c'est confidentiel. Aucune information ici ne sortira et pour que quelqu'un ait ça. Même la dame qui nous faisait ce cours-là sur le bilan de compétences, était clair que ce cahier-là, normalement, il y avait pour leur structure, là où elle intervenait, qu'elle ne pouvait pas donner parce que c'est propre à leur structure et tout. Donc ça, c'est la version générale. Facilement, on peut pouvoir l'adapter à notre contexte. Si vous faites 2 fois, vous donnez le cahier là à 2 personnes, 3 personnes, vous allez voir les difficultés que les gens ont et vous allez pouvoir adapter ça. Et un point dont j'aimerais éclaircir encore, c'est que ici, pour le bilan de compétences, le conseiller d'orientation n'a pas pour vocation de vous questionner sur pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous n'avez pas fait ça. Non, son rôle, juste, c'est de vous accompagner. Vous dites juste ce que vous avez et il essaie juste de vous accompagner. Il n'a pas un mot de vous conseiller. C'est-à-dire, c'est bien vrai que le titre, c'est conseiller bilan. Mais quand vous donnez des conseils à quelqu'un, c'est que vous l'influencez. Peu importe ce que nous allons pouvoir dire, vous allez l'influencer. Vous allez l'amener souvent à aller vers ce que vous pensez. Donc ici, le rôle du conseiller d'orientation ou du psychologue n'est pas de le faire. Il n'est pas là aussi pour vérifier. Bon, quand je vous ai posé telle question, vous avez souri, vous avez fait ça. Son rôle n'est pas d'observer. Okay. Donc c'est pourquoi, lorsque vous êtes à une séance de bilan de compétences, il est conseillé que vous puissiez vous asseoir comme ça et non comme ça, sous forme d'interrogatoire, pour que la personne n'ait pas peur de vous regarder, de dire ce qu'il pense. Donc c'est préférable qu'on puisse être comme ça et là, quand on vous pose des questions... Qu'il y ait une discussion. Une discussion. Que la personne se sente en confiance, c'est l'élément primordial. Une fois que la personne pense que vous n'êtes pas sérieux, tout ça là, je vous assure que ça ne va pas pouvoir marcher. Et on a insisté, notre professeur a insisté le plus souvent sur la mise en confiance. Parce que c'est ça qui va déterminer tout. Si la personne n'est pas motivée dès le début, la personne ne remplira pas. Vous avez des messages, on a un bonjour à vous. Est-ce qu'un salarié du privé peut aussi faire le bilan de compétences? Exactement. C'est aux salariés. Bon, en tout cas, c'est peut-être les fonctionnaires qui allaient me poser la question parce que je n'ai pas parlé de fonctionnaires. J'ai dit un salarié. Donc, c'est les salariés du privé. Les fonctionnaires également peuvent le faire, même si je ne l'ai pas mentionné. Je pouvais dire les travailleurs. Donc, tout le monde doit pouvoir normalement le faire. Mais aujourd'hui, le souci que nous avons, c'est que pour le moment, ce n'est pas dans nos habitudes. Rares sont ces personnes-là qui décident de faire un bilan de compétences. Et il y a un vide juridique aussi, si nous pouvons le dire comme ça. Il n'y a pas quelque chose qui institue que le bilan de compétences est une obligation pour les salariés venant de la part de l'État. Nous sommes sûrs qu'à un moment donné, on arrivera où les gens vont comprendre la nécessité, comme nous l'avons dit l'autre fois, du bilan personnel et que l'État va prendre le taureau par les cornes et on aura vraiment une loi qui le stipule. Et là, les employeurs ne seront pas réticents si vous voulez prendre un congé spécialement pour faire votre bilan de compétences. Parce qu'aujourd'hui, ça serait difficile que votre employeur, comme vous venez de le dire, puisse facilement accepter que vous puissiez aller prendre 3 mois de congé pour aller juste faire ce truc-là. Parce que pour le moment, c'est un truc chez nous. Les gens se disent que bon, à quoi sert un bilan de compétences? Mais nous disons que c'est très important, surtout dans la vie des diplômés et puis de ceux qui sont déjà
à un poste. Vous avez le conseiller bilan le conseiller bilan devrait nécessairement avoir les compétences dans la spécialité. Par exemple, ingénieur d'aéronautique. À quoi servent alors les notations annuelles de la part de M. Mola? C'est-à-dire que, je pense qu'il veut savoir si en tant que conseiller bilan, on doit avoir des compétences dans le domaine. Lui, il est dans l'aéronautique, je crois que c'est pourquoi il pose la question. Quelqu'un comme ça qui a envie de faire un bilan de compétences, il va aller vers quel genre de conseiller bilan? Ou alors, il n'y a pas besoin pour le conseiller bilan d'avoir des compétences dans... Non, le conseiller bilan, de toute façon, c'est au premier rendez-vous, si on peut le dire, à la toute première rencontre, qu'on saura, qu'il dira que je suis dans tel domaine. Le conseiller bilan, après tout, c'est quelqu'un qui est censé être au parfum de ce qui se passe dans le monde. Donc aujourd'hui, il a intérêt à ce qu'il puisse actualiser ses connaissances par rapport à ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, si nous disons que le psychologue du travail, c'est celui qui est à même de pouvoir conseiller les gens à aller vers des professions, donc nous n'avons fait que la psychologie. Mais on dit aujourd'hui que nous pouvons facilement orienter quelqu'un pour aller vers la médecine, pour aller vers la biologie, pour aller vers ici. Donc il faut que le conseiller bilan là puisse à même avoir des compétences. C'est pourquoi aujourd'hui, nous faisons des trucs à gauche et à droite, histoire que notre formation puisse être bien solide. Donc je pense que pour la question de M. Mola, peu importe le conseiller bilan que vous retrouvez, c'est sûr qu'il ne va pas pouvoir déroger à la règle. Et vous n'allez pas pouvoir dire quelque chose et il va se dire, bon, peut-être s'il ne sait pas, peut-être c'est des trucs techniques. Et là, on comprend aisément. Vous allez pouvoir expliquer. Lui, il n'a pas pour vocation ici de vous dire, oui, quand la machine fait ça, ou bien quand vous faites ça, pourquoi ça fait ça. Non, l'histoire, c'est juste pour confirmer ce que vous dites. Quand vous dites une chose, il vous demande, est-ce que exactement c'est ça? Parce que je le dis, nous n'avons pas pour rôle, en tant que conseiller bilan, au cours d'une séance, de dire à quelqu'un que pourquoi il a fait ça, au lieu de faire ça, de juger. Par contre, lorsque nous faisons l'orientation scolaire et professionnelle, vous pouvez être amené à demander à un élève pourquoi tes parents ont refusé que tu ailles vers ça, pourquoi toi-même tu n'as pas voulu à un moment donné où tu avais la possibilité de le faire, Alors qu'ici, on ne va pas vous demander, vous avez telle compétence, si vous avez fait ça plus tôt, vous aurez peut-être d'autres compétences comme ça. Non. Et le souci ici, c'est d'amener le client à être confiant qu'il possède telle compétence ou ne possède pas. S'il ne possède pas, vous lui dites que vous n'avez pas ces compétences. S'il possède, vous lui dites que vous avez telle compétence. C'est le rôle de... En fait, c'est ce à quoi rime le bilan de compétences. D'accord. Alors, Moi, je voudrais savoir, quand on va voir un psychologue, c'est un psychologue, non, ou un conseiller? La plupart des spécialistes, c'est des psychologues. Pour un bilan de compétences, il a combien de temps pour nous donner un résultat? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fini avec le cahier et qu'on a fini les entretiens et tout ça, il a combien de temps pour donner un résultat, le psychologue? Oui. Merci. Le temps normalement ne devait pas être long, parce que ça va dépendre aujourd'hui des spécialistes qui vont pouvoir répondre par rapport à cette question pour dire que, bon, quelqu'un... Parce qu'une fois que vous terminez les 2 mois, à chaque moment où vous venez, et que ça dit, je vous dis par exemple de lire la page 2 à la page 4 ou bien à la page 3, essayez de remplir les informations qu'il y a là-bas. Donc vous allez remplir l'information et lorsque nous allons venir à la prochaine séance, nous allons d'abord faire l'analyse de ce que vous avez mentionné d'abord. Vous allez me dire les difficultés que vous avez eues par rapport à certaines questions. Si on peut vous les expliquer pour que vous puissiez retourner et les faire, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez le faire. Et là, ça va nous permettre en même temps de nous statuer par rapport à quelque chose. Vous avez dit ça, est-ce que c'est vrai? C'est ça, c'est ça. Et puis on essaie ensemble, parce que ici c'est en fait un travail d'ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord, c'est ça? On dit oui. Maintenant, lorsque nous finissons le cahier,
ce que le conseiller d'orientation a à faire, c'est de faire la synthèse de ce cahier-là. Vous dire que sur votre personnalité, nous avons remarqué que ça. Exactement comme vous l'avez dit. Parce que s'il dit autre chose que ce que vous avez mentionné, vous avez la possibilité, dans d'autres pays bien sûr, pas ici chez nous, de pouvoir le poursuivre si vous voulez, parce qu'il a dit autre chose que ce que vous avez dit. Donc, il a obligation, le conseiller bilan, de dire fidèlement ce que vous avez dit. Peut-être s'il a des conseils à vous donner, parce qu'une partie lui est réservée, peut-être de vous dire que si vous améliorez ici, ça peut aller. Parce que ça, c'est une synthèse que, si on lui donne la possibilité maintenant de vous dire quelque chose, que en fonction de tout ce que vous avez dit, nous avons vu tout ce que vous avez dit, il est important que vous êtes bon pour tel domaine, tel domaine, tel domaine, tel domaine. Il ne vous dit pas que vous êtes bon pour tel domaine. Là, son choix est bien orienté. Il vous dit que vous êtes bon pour tel domaine, tel domaine, tel domaine, tel domaine. Mais nous pensons qu'en fonction de ce que vous avez fourni comme information, il serait bon que vous puissiez aller vers ça, vers ça, vers ça. Donc, je pense ici que le temps n'est pas trop... On ne peut pas aujourd'hui dire que vous devez normalement faire 1 mois avant de rendre la synthèse. Normalement, c'est sur le champ. Lorsque vous finissez, peut-être à la prochaine séance, vous allez dire à la personne qu'à la prochaine séance, on se voit. Vous prenez votre synthèse et vous faites ce que vous avez envie de faire avec votre synthèse. Ici, ce n'est pas pour dire allez-y faire ça, ne pas faire ça. C'est au conseiller et c'est au client de décider. Je veux maintenant, en fonction des informations que j'ai sur moi-même, de pouvoir me lancer dans ça, ou de ne pas faire. D'accord. Ainsi, donc, on a parlé du bilan de compétences ce matin et c'est sûr que ce que nous retenons, c'est que de prime abord, ce n'est pas forcé. C'est pas forcé. Il faut se décider à le faire. Ensuite, il faut vraiment être, comment dire, franc envers soi, non? Envers soi, oui. C'est important. Très important, oui. Lorsqu'on reçoit le résultat, vous recevez le résultat, vous pouvez joindre cela, il est totalement confidentiel ou vous pouvez le joindre à un dossier, à un CV ou quelque chose comme ça pour pouvoir obtenir un emploi? Non. Dire que je suis... c'est un plus pour pouvoir postuler ou pouvoir demander une promotion parce que je me rends compte. Oui, exactement, c'est possible parce que ça montre que ça ne vient pas de n'importe qui, ça vient d'un spécialiste qui vient de confirmer exactement que vous avez telle compétence dans tel domaine. Donc l'employeur, bien sûr, à moins par simple fantaisie, il est obligé de reconnaître le travail qui a été fait et d'être sûr que vous ne prenez pas ce document-là de n'importe qui. Et le nom de la personne qui a fait ça doit être sur SAM, son numéro, ses contacts, tout, pour qu'on soit sûr et certain que vous ne l'avez pas fabriqué de toutes pièces et sorti de nulle part. C'est bien vrai que c'est confidentiel, vous n'êtes pas obligé de le montrer à votre employeur. Mais s'il s'avérait que vous voulez faire des progressions de carrière au sein de votre structure, vous pouvez facilement l'amener et le prouver à votre employeur que oui, j'ai telle compétence, ce qui me donne facilement le droit de faire ça et ça. Donc l'employeur, facilement... Monsieur Mola dit, je ne suis pas d'accord. Le psychologue conseiller bilan doit être spécialiste pour faire un bon travail, sinon c'est du bricolage. Okay. Oui, en fait, ce que je ne comprends pas, est-ce que le conseiller bilan psychologue est obligé d'être aéronautique ou bien, je ne sais pas. Oui, c'est-à-dire dans le domaine de compétences du consultant, c'est ça? Oui. Du client. Donc, oui, en fait, ce que nous essayons de dire, c'est pas pour... Exactement, il a parfaitement raison, c'est son point de vue. Aujourd'hui, pour conseiller quelqu'un de faire du journalisme, d'être journaliste par exemple, est-ce que je suis obligé, moi, d'être journaliste d'abord avant de le conseiller d'être journaliste? Je pense que ce n'est pas du bricolage. Je vais pouvoir analyser, je sais sur à quoi consiste le métier de journaliste. Ça, au moins le minimum pour ça, le conseiller bilan doit le savoir. Je peux faire une fiche, je peux faire une fiche, peut-être une fiche métier d'un journaliste. Je sais quels sont les besoins, qu'est-ce que le journaliste fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, comment il aime, quelles sont les qualités qu'il doit avoir. Ça, je dois pouvoir le connaître. Un médecin, tout de suite, je veux conseiller quelqu'un d'être médecin, je sais le profil que le médecin doit avoir. Je veux conseiller quelqu'un de travailler à la SECNA,
chez eux peut-être, j'ai le profil de quelqu'un qui peut travailler à la SECNA. Donc je pense que ça ne peut pas être du bricolage. Donc forcément, en fonction de ce que vous allez remplir, nous allons pouvoir vous aider à pouvoir aller facilement vers le métier dont vous aspirez. Donc ce n'est pas du bricolage, parce que ce serait dire que le conseiller d'orientation est obligé d'embrasser tout. Donc c'est ce que je pense. Et moi, je suis parfaitement d'accord parce que c'est son point de vue. On ne peut pas aujourd'hui avoir des conseillers bilan dans chaque spécialité. Dire que c'est un conseiller bilan journaliste, un conseiller bilan ingénieur, mais il doit pouvoir avoir des compétences dans chaque domaine si le besoin y est. Donc je pense que c'est ce qu'on peut lui dire. C'est sûr, aujourd'hui, s'il touche les cabinets de bilan où on fait les bilans de compétences aujourd'hui au Togo, c'est sûr qu'il ne va pas avoir les spécialistes dans tous les domaines. Mais c'est sûr qu'il aura un bilan de compétences efficace et très clair. Ça, je suis certain et sûr de ce que je suis en train de dire. Oui. Quel est ton problème? Elle a confirmé juste. Certain, sûr de ce qu'il dit. D'accord, alors avant de vous laisser, on va juste y aller avec ce message qui dit bonjour. Un bilan de compétences est cher. J'aimerais savoir combien est-ce que cela coûte. La subvention prend combien en charge? Est-ce que non, on ne peut pas donner le nom. Prend ça en charge également. Prend cela en charge également. Et après l'avoir fait, combien de temps après refaire un bilan de compétences? Donc je pense que dès le début, nous n'avons pas bien posé les jalons, si je peux le dire. En fait, au Togo, comme je l'ai dit, il y a un vide juridique par rapport à ça. L'État dans notre pays, je dis l'État dans notre pays, l'État chez nous ici ne reconnaît pas ou bien ne dit pas que le bilan de compétences est financé. Non. Je parle de d'autres pays où nous avons exporté, si on peut le dire comme ça, et ces exercices-là ou bien ces méthodes-là, là-bas c'est financé par l'État. Mais chez nous ici, ce n'est pas encore le cas. Oui, j'avais dit ça. J'avais dit ça. Ah oui, en fait, je suis revenu pour dire qu'il y a un vide juridique par rapport à ça. Que pour le moment, chez nous, ce n'est pas encore le cas. Mais nous sommes sûrs et certains que ça arrivera à un moment où l'État va pouvoir faire quelque chose par rapport à ça. Pour que les salariés aujourd'hui ne puissent pas douter à chaque fois de leur poste ou puissent facilement faire une reconversion. Parce que les gens aujourd'hui ont besoin de faire la reconversion, mais ils ne savent pas sur quoi. Les gens finissent de travailler et ils sont à la retraite et ils pensent que c'est fini. Alors qu'ils pouvaient facilement faire quelque chose d'autre et pouvoir gagner leur vie. Mais on sait sur à quoi la retraite, si je peux le dire comme ça, est aujourd'hui. La représentation que les gens ont de ça aujourd'hui. Donc je pense que le bilan de compétences est cher. C'est cher, c'est pourquoi dans ces pays-là, l'État finance. Mais aujourd'hui, chez nous, on le fait, mais à des prix, je peux dire... Défiant toute concurrence. Défiant toute concurrence. La dame nous a rassuré que c'est diminué. C'était en promotion d'ailleurs. Donc, mais de toutes les façons, ça ne dépasse pas 500 000. Ça ne dépasse pas 500 000 pour faire un bilan de compétences. Parce que c'est cher. Il faut plein de ressources pour pouvoir le faire. Il faut les tests. Il faut le temps nécessaire même pour pouvoir le faire. Donc, prendre le temps, c'est du sérieux au fait qui est demandé ici. Donc, c'est pourquoi je disais que vous n'allez pas pouvoir investir une telle somme dans cette histoire-là et dire que vous n'êtes pas sérieux avec vous-même. Donc, au moins, l'élément là seul va vous amener à être sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. D'accord. Alors, bonjour, c'est Maxime Dabana. J'aimerais que votre invité soit plus convaincant en nous parlant du généraliste et donc qu'ils font une étude avant de guider les gens. C'est un peu... Le généraliste en quoi? Oui, je comprends ce que vous dites. Pardon? Oui. Il dit qu'il comprend. En fait, il rejoint la question de ce que M. Mola dit. M. Mola dit qu'il faut être
spécialiste. Oui, en fait, le conseiller bilan, c'est un spécialiste. C'est-à-dire, ce n'est pas un psychologue qui fait, je ne sais pas, qui est en entreprise, qui gère les conflits, qui gère la souffrance au travail. Non. C'est une personne qui s'est spécialisée en bilan de compétences. C'est-à-dire, lui, son travail, c'est bilan de compétences. Maintenant, ici, le souci qui se pose, c'est que le téléspectateur demandait à savoir si il ne faut pas être spécialisé dans tel domaine ou tel domaine. Parce que le bilan de compétences, c'est juste une partie en psychologie du travail. C'est juste une portion, si on peut le dire, comme quelqu'un qui fait, comment vous dites ça, qui gère les souffrances au travail. Donc c'est une portion, ou bien quelqu'un qui est gestionnaire des ressources humaines. Donc c'est des portions. En fait, on se spécialise. On n'est pas psychologue du travail. Parce que psychologue du travail, c'est le général. Là, on est généraliste. Maintenant, lorsqu'on se spécialise, on peut devenir conseiller bilan. Maintenant, vous demandez à savoir, est-ce que le conseiller bilan n'est pas amené, n'est pas obligé de devenir un spécialiste encore. Il est conseiller bilan, mais médecin. Donc, quand on vient pour des questions liées à la médecine, c'est lui qui va pouvoir le faire. C'est ça. C'est sur cette question que je disais que non. Le conseiller bilan, d'abord, c'est un spécialiste. Parce que j'ai bien défini le bilan de compétences. C'est un accompagnement et c'est en fait un exercice personnel qui nécessite l'accompagnement d'un spécialiste. Donc, le spécialiste ici, c'est le conseiller bilan. Donc, c'est un spécialiste et non un généraliste. Ce n'est pas un généraliste, c'est un spécialiste. Alors, on peut faire le bilan de compétences quand même chez nous? Oui, on le fait, exactement. Ok. Ben, en tout cas, nous retenons cela et c'est sûr que si j'ai envie de me débarrasser des demoiselles sur le plateau, je vais moi-même leur financer un bilan. Débarrasse-toi. Pardon. Que je me débarrasse. Pardon. Je connais déjà tes compétences, il n'y a pas besoin de faire un bilan pour cela. Merci beaucoup, Monsieur Mourou. Et donc, ce matin, nous avons parlé du bilan de compétences que peut demander un salarié ou même un non-salarié, hein, comme on l'a compris, quelqu'un qui est parti à la retraite peut faire son bilan de compétences pour se réorienter, pourquoi pas. Et c'est quand même une chose qui est très importante. Merci infiniment pour les informations données ce matin. Nous sommes jeudi et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'arranges et te prépares? Tu vas en ring, en boxe? Non, nulle part. Nulle part? C'est D'accord. mon attitude zen. Tu es en zen attitude. Yes. Nous sommes jeudi et ce matin, on va aller pour un débat. Ce débat-là va soulever également beaucoup de choses. Va faire de la poussière, de la salive, même si on n'est pas dans Igno Mougno. Et ce débat-là aussi est important. Parce que les sujets que nous emmenons, ce sont des sujets, on se dit en général, mais c'est normal, mais on remarque en fait qu'il y a de l'évolution à chaque fois. Les gens évoluent, leur mentalité évolue et les avis aussi sont de plus en plus divergents. C'est quelque chose qui est vraiment très naturel. Nous avons publié le thème du débat sur la page et on a même eu des réactions là-bas et voir qu'il y a des gens qui se disent, mais non, on ne peut pas avoir débat sur ce genre de sujet. Et pourtant, oui. L'allaitement maternel en public. Embarrassant, dérangeant, naturel. On va en parler aujourd'hui dans le débat et c'est juste après ceci. Et oui, nous sommes avec le débat du jour. Nous y sommes et nous y sommes de plein pied. Nous parlons de l'allaitement. Une femme qui a porté son bébé pendant 9 mois et qui a construit et créé déjà une relation avec cet enfant-là. Ensuite, pouf, désolé pour le mot, bébé sort. Et surtout sous nos cieux, il est demandé impérativement à la maman de donner le lait, le sein, le lait maternel au bébé, et ce pour un minimum de 6 mois au moins. Malheureusement ou heureusement, les femmes sont
actives, elles ont besoin de sortir, elles ont besoin de vaquer à leurs occupations multiples, et bébé aussi a besoin donc quand même de se nourrir, d'avoir le contact avec le sein de maman. Et donc quand bébé crie, on est dans le tramway en Angleterre, dans le métro en France, dans le Baka en Côte d'Ivoire, dans le taxi ici, on est à l'église ou on est sur le plateau de Nectar parce qu'on a aimé l'émission, on a voulu venir suivre, et bébé qui commence par crier, que fait maman? Elle sort le sein pour donner à téter. Est-ce bien? N'est-ce pas bien? Il y en a qui s'érigent aujourd'hui qui disent ce n'est pas bien. Il y en a qui disent mais c'est tout à fait naturel. C'est Dieu qui l'a créé ainsi. Bébé, prends sein. Et d'autres qui disent mais non, je ne veux pas voir ce sein-là. Alors, nous allons en discuter et en débattre avec vous ce matin, chers amis téléspectateurs. Et pour ce faire, les Miss sont sur le plateau. Chacune va donner son avis. Et également vous qui nous suivez. Allaitement maternel en public. Embarrassant, dérangeant ou naturel? On ne va pas aller à M. Mourou, le pauvre, il risquerait de s'étouffer si on lui posait tout de suite la question. On va se tourner vers une... j'allais me faire taper un uppercut. En tout cas, je sais là où tu en venais. Tu sais ce que je voulais dire, Oui, c'est quoi? oui. Je voulais... Miss. Je me yémitise ou c'est toi qui t'aïchatise? Je ne comprends pas comment on est sur la... On a toujours eu ce cerveau-là connecté ensemble, même à distance. Qu'est-ce qui lui arrive? Et en plus, elle va me gifler sans savoir. En fait, c'est la partie qui est bizarre. C'est-à-dire, je n'ai rien demandé. On te gifle en et on direct. me gifle en direct comme ça. Et je suis obligée de prendre et de dire, oh ma gueule, c'est pas grave. Des concessions pour... C'est ça. Je suis obligée de faire des concessions. De me dire, mais non, c'est pas grave. Alors que j'ai rien demandé à personne. Reste juste tranquille à ta place, c'est tout. En fait, je m'échauffais pour le combat. Ah, tu t'es... Juste au cas où. Au cas, d'accord, on comprend. Alors, nous parlons de l'allaitement ce matin. La régie va nous aider à pouvoir mettre le thème donc, du débat du jour à l'écran. Allaitement maternel en public, dérangeant, embarrassant ou naturel? Miss D. Pourquoi moi? Parce que toi. Ah, mais l'allaitement en public, c'est un sujet qui fait débat depuis quelques années maintenant, bientôt. Et franchement, moi, je ne sais même pas où est le débat. Parce que, comme tu l'as dit, on porte, enfin, une femme est censée porter un enfant dans son ventre, est censée mettre cet enfant au monde et ensuite nourrir cet enfant-là. Et bien avant qu'il y ait les biberons, le lait artificiel et tout ce que nous avons aujourd'hui pour nous rendre la vie plus facile, il y avait le sein qui était directement le truc pour nourrir l'enfant qui est collé à la maman. Donc, je ne comprends pas comment le simple fait de faire ce geste naturel-là peut en fait déranger certaines personnes parce que nourrir un enfant au sein, c'est normalement naturel. Et surtout en Afrique, ici, nous savons très bien que les gens, nourrir un enfant au sein, en fait, on ne réfléchit même pas. La plupart du temps, tout le monde est pour. C'est vrai que dans certains pays, en Occident et tout ça, les gens, ils ont le choix. Ils se disent, oui, je veux le faire. Non, je ne veux pas le faire. Et pour diverses raisons. Mais pour la plupart des femmes, quand même, je pense, l'allaitement maternel est naturel et on le fait sans réfléchir en fait. Donc je ne comprends pas pourquoi ça fait débat d'allaiter son enfant n'importe où. Parce que la faim de l'enfant en fait ça ne prévient pas. Un enfant qui a faim ne va pas attendre que vous soyez quelque part où il y a un toit ou 4 murs autour de vous et pas du tout de lumière avant de prendre la tétée. Il va avoir faim, il va vouloir manger n'importe où il est. Est-ce qu'en ce moment-là, vous allez priver votre enfant parce qu'il y a le regard des autres sur vous qui vous dit non, pourquoi elle sort son sein en public, pourquoi elle veut nourrir son enfant en public, pourquoi elle n'a pas un truc là, une écharpe pour se mettre sur la tête et couvrir et elle et le bébé pour nourrir son enfant, alors que le geste en fait il est tout naturel. En fait, je ne vois pas le problème. Allaiter son enfant en public, oui, moi je suis totalement pour parce que je me dis
il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus beau même que de voir une femme en train d'allaiter son enfant. C'est le geste le plus naturel que possible et c'est le geste même de la vie. Si on ne nourrit pas un bébé, il ne survit pas. Et donc, je ne vois pas où est le scandale en fait. Et moi, j'en ai marre d'entendre les gens dire non, on voit les seins des femmes et tout. Il faut être pervers pour voir une femme en train d'allaiter et de se dire oui, j'ai vu les seins de cette femme-là et ça me fait quelque chose parce que en ce moment-là, elle ne joue que son rôle de garde-manger. Il faut qu'elle nourrisse son enfant, tout simplement. Voilà, apport de Yemi, elle est pour totalement l'allaitement maternel en public. Et avant de venir au plateau, nous avons des réactions sur la page de l'émission. On a Monsieur Kampenanja Yoblé, voilà, qui dit c'est tout à fait normal qu'une mère allaite son enfant. Prenons un exemple des années où nos mamans n'avaient pas l'idée des produits comme les biberons et autres, etc. Quand elles partaient vendre dans les marchés ou dans les lieux de meeting avec leur bébé, rien ne les empêchait. Elles étaient très fières d'être mamans, alors je ne vois pas du tout de mal en cela. Merci pour ce débat. Nous avons Madame Yael Aolou qui dit l'allaitement est bénéfique pour l'enfant. J'ai toujours fait un allaitement exclusif jusqu'à 3 mois pour mes 3 enfants et en alternance après, mais je n'ai jamais allaité mes enfants dans des lieux publics. C'est pas gênant, mais je suis pudique, donc c'est personnel. Et même si je vois une maman allaiter son enfant, ça ne me gêne pas. Et on a bonjour de la part de Martine Oulio. C'est tout à fait normal qu'une mère allaite son enfant parce que l'enfant a soif du lait de sa mère. Et dans les places publiques, la mère doit prendre une petite serviette pour se cacher les seins. Miss Gab. Alors, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué parce que j'ai l'impression d'entendre 2 discours vraiment contradictoires. Et allaitement en lieu public, est-ce que c'est dérangeant ou est-ce que c'est naturel? Alors, déjà, il faut comprendre que la plupart des personnes qui s'insurgent contre cet état de fait sont en majorité les hommes. Le petit nombre de femmes qui le disent, c'est peut-être par peur de se préserver du regard des hommes qui sont, excusez-moi, un peu pervers par rapport à ce qu'ils disent sur elles et autres. Alors, quand je dis qu'il y a un discours contradictoire, parce que si on se réfère un peu au terme de l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de santé, il préconise que l'allaitement de l'enfant est vraiment primordial et doit être exclusif jusqu'à 6 mois. Depuis le début de sa naissance jusqu'à 6 mois. Et de 6 mois à 2 ans, ça peut être alterné par d'autres produits alimentaires. Et de l'autre côté, il y a maintenant cette vision péjorative qu'ont certaines personnes sur le fait que la femme allaite son enfant en public et par rapport à leur regard, il y a toujours quelque chose. Et ils se disent que la femme dégaine ses seins. Dégaine. C'est un mot qui est péjoratif. Ah non, j'essaie de faire comprendre au fait comment la situation se présente au fait. D'accord. Pour nourrir son bébé en public pose problème. Vous voyez un peu. Et maintenant, voilà, comme un message l'a si bien dit, j'ai l'impression qu'on essaie maintenant de trouver une limite par rapport à ce problème. Est-ce que c'est un problème? Bon, je ne sais pas trop. Parce que bon, je n'ai pas encore fait ça. Alors, je ne sais pas franchement là où se pose le problème. Alors, il y a maintenant, pour donner un peu d'espace ou bien d'oxygène à tout le monde, étant donné qu'on dit que la liberté de l'autre. Merci beaucoup. Vous avez compris ce que je veux dire. On dit maintenant que voilà, il faut allaiter le bébé en public, mais se couvrir, essayer de se cacher un peu. Alors ça devient vraiment compliqué parce que comme l'a bien dit Yemi, le bébé il n'attend pas. Les mamans de nos jours, elles sont actives. Vous allez voir une femme qui a mis son enfant au monde, voilà, elle fait bien ses choses à la maison, mais il y a des devoirs qui l'appellent à l'extérieur et elle est obligée
de sortir avec son bébé. Du coup, on comprend là que nourrir son bébé ne se fait pas seulement à l'intérieur, mais ça se fait également à l'extérieur, dans un parc, dans un magasin, dans un supermarché. Mais c'est la manière de le faire maintenant, j'ai l'impression, qui pose problème. C'est la manière de le faire. Alors, il y a un message qui dit que c'est par pudeur qu'elle n'allait pas ses enfants en public. Alors, il y aura une autre personne qui dira que c'est parce que mon mari n'aime pas que je mette mes atouts de femme et lolo dehors parce que les hommes, voilà, ils sont possessifs, ils sont jaloux. Et il y a d'autres également qui diront que non, quand une femme montre c'est comme ça, c'est vrai que c'est beau le geste là, ça se fait voir, le bébé qui tète, qui suce, qui tire dans tous les sens, il n'y a pas de souci. Mais il y a le regard précisément de ces hommes-là qu'on vient de dépeindre, qui vont avoir d'autres idées sur la maman qui est en train d'allaiter son enfant. Et ces idées-là conduisent à quoi maintenant? C'est de fantasmer sur la femme en question. Ah, ce sont des idées vraiment pas catholiques qui traversent l'esprit de ces personnes-là et qui se disent, ah d'accord, j'ai bien envie d'aller voir. Et ce sont des imaginations, des fictions qu'on se fait sur ces femmes-là. Et parfois, ça conduit même à des violences sur ces femmes-là. Vous voyez un peu. D'autres diront que c'est la manière de le faire parce que qu'on le dise franchement, il y a certaines qui ne se gênent pas. On sait également qu'il y en a qui ont de fortes poitrines. Et quand une femme dans son ensemble veut allaiter son bébé, on sait qu'elle ne se gêne pas. Alors je me dis que pour certains, peut-être ça les dérange parce que leur pudeur ne leur permet pas ou ne les autorise pas à voir ces genres de choses. Mais il faut aussi comprendre qu'il faut vraiment une cohabitation en société. Je crois que c'est de là qu'il y a ce type de personnes qui se disent, voilà, pour allaiter son bébé, comme ça se fait maintenant, ça s'apprend ou ça s'enseigne maintenant dans les hôpitaux, prendre un mouchoir, cacher un peu la partie du sein avant d'allaiter son bébé. Et je crois que je suis vraiment partagée. Je suis en même temps pour et je suis en même temps contre. Tu dois être... je suis entre les deux. Je suis entre les deux, quoi, franchement. En fait, je comprends un peu sa position parce que, en fait, elle a sorti des éléments des deux camps qui se valent, en fait. Et par contre, pour quelqu'un comme moi qui suis entièrement pour, je n'arrive pas à comprendre, en fait, qu'on puisse avoir même des idées perverses envers une femme qui a un bébé dans ses bras et qui est juste en train de faire le geste normal qu'il faut faire. C'est pas comme si elle était seins en l'air à la plage en train de courir comme ça au bord de la mer, ou encore c'est pas comme si elle était, je sais pas, sur un plateau télé avec les seins à l'air comme ça. Non, là vous pouvez me dire, ok, elle m'a fait fantasmer, elle m'a fait réfléchir et tout, mais la dame ne joue que le rôle naturel que la vie lui a donné. Donc en fait, à quel moment on se dit, quel sein, oh là là. Enfin, à quel moment on peut se dire un truc comme ça? Moi, je me dis, mais c'est pas possible. Il faut être pas bien, en fait, pour penser que non, elle est en train d'essayer de nous séduire, alors qu'elle ne sait que de donner le sein à son enfant. Imaginez, vous avez votre femme qui a fait un enfant. L'enfant ne fait que pleurer et il pleure de faim. On sait que les bébés peuvent pleurer de plusieurs autres choses, mais on sent bien qu'il a pris son dernier repas il y a peut-être 2 heures, 2 heures et demie, et qu'il a vraiment faim. Donc, vous allez conseiller à votre femme, si c'est qu'elle ne peut pas bouger, par exemple, de là où elle est, de peur peut-être soit de ne plus pouvoir revenir dans la salle ou un truc comme ça, alors que c'est important pour elle, vous préférez dire à votre femme, genre abandonne tout et cache-toi dans un sas quelque part, juste pour donner le sein à mon enfant et puis après tu reviens. Non, il faut que les gens comprennent que c'est un geste naturel et ça vient naturellement. On réfléchit même pas en fait. On se demande même pas, est-ce qu'il n'y a pas 2-3 personnes ici qui me regardent, est-ce que je peux sortir mon sein? Non, vous pensez d'abord à votre enfant, comment le nourrir et après, peut-être c'est quand vous finissez de nourrir votre enfant, vous vous dites, oh mais qu'est-ce que je viens de faire? Il y a tellement de personnes autour de moi, mais je ne les ai même pas calculées parce que vous, votre souci, en ce moment-là, c'est de nourrir l'enfant. Donc, c'est la chose, en fait, la plus normale possible. Donc, je ne vois même pas le débat, en fait, et cette histoire de se couvrir. Et si j'ai porté un truc où je n'ai pas de couverture pour couvrir l'enfant?
non, il ne faut pas le prévoir, je suis désolée. Il faut faire le geste naturellement et ne pas réfléchir pour faire le geste, souci, tout c'est simplement. que le regard des autres n'est pas aussi bienveillant et compréhensif. Comme par exemple, on essaie de se poser, de comprendre la situation des deux camps. Qu'ils Je ne soient sais pas. incompréhensifs Oui, envers mais celles-là qui sont à la plage, c'est à l'air. Qu'ils soient incompréhensifs envers celles-là qui sont dans les clips il y a presque des nus, individus mais pas comme envers ça. une maman qui nourrit Et la son femme enfant. doit se protéger comme cet état de fait. Malheureusement, nous sommes dans ce monde et malheureusement, nous vivons dans cela et il y a des individus comme ça. C'est vrai que l'idéal serait qu'ils reconnaissent que c'est un droit naturel, que vous n'avez pas d'idée à vous faire, mais on ne contrôle pas ce qui se passe dans la tête des gens. Et malheureusement, il y a de ces personnes. Donc, on fait comment? Non, mais d'autres vous diront que c'est pour des raisons esthétiques, genre pour ne pas frustrer l'entourage, pour des raisons où ça peut emmener quelqu'un qui est malade dans sa tête à vouloir peut-être violer cette femme-là ou peut-être la suivre juste pour savoir où est-ce qu'elle habite. Bon, je sais pas, je raconte du n'importe quoi. Non, c'est vrai, ça se passe Voilà, comme c'est ça. des choses qui peuvent arriver. Pour ces raisons-là encore, je pourrais comprendre, même si je ne comprends pas vraiment. Mais juste pour des raisons esthétiques, oh, faut pas sortir le sein en public. Ça, c'est de la fantaisie. Non, on veut pas voir Non, c'est de la fantaisie, franchement. Gaëlle? Bon, moi, sincèrement, je ne trouvais pas ça dérangeant jusqu'au jour où je suis tombée en fait sur une discussion d'un groupe d'hommes. Ils étaient ensemble et chacun donnait son avis par rapport au sujet exactement. Il y en a qui disaient qu'ils adorent voir une femme allaiter un enfant, mais pas pour des raisons qu'on ne pense pas, le fait de dire c'est naturel, c'est beau, que c'est le geste le plus naturel au monde, mais non. Ils trouvent que c'est quelque chose qui lui plaît et qu'il tête même sa femme pendant que madame allaite son enfant, lui aussi... Monsieur, le groupe, effectivement, ça excite à faire la même chose. Et du coup, quand il voit une autre femme le faire, il a tout de suite envie de le faire. Maintenant, est-ce une idée perverse? Est-ce naturel aussi chez lui? Je ne sais pas. Et je me dis que allaiter un enfant, on l'a dit tous, hein, c'est naturel, c'est beau, c'est le geste, ça fait je suis une femme, je vais allaiter mes enfants, ça c'est normal. Mais allaiter dehors, où on se rend compte que ce monde-là a évolué. Ce n'est plus ce monde où, voilà, on trouve ça vraiment naturel. Aujourd'hui, ce monde est tellement pervers que on ne peut pas comprendre. Et il y a des gens qui sont dégoûtés tout simplement par ce acte-là. Tu sors le sein, tu lui donnes. Il y a le lait même parfois qui coule. Le lait, ça salit un peu. Tout ça, que ça dégoûte les autres, ça les dérange. Donc moi, je me dis que c'est bien beau de donner du sein, même en public, mais de savoir en fait le donner. Caché. Je pense mais aujourd'hui, il y a des instruments, il y a des choses qui sont créées partout, même des chapeaux qu'on couvre là pour donner le sein discrètement à l'enfant. Certes, l'enfant aura faim, l'enfant ne va pas demander à avoir faim, il aura faim, mais pour lui donner du sein, je pense qu'il est quand même important de se protéger, même de protéger l'enfant. Sincèrement, donc, je suis contre le fait d'allaiter les enfants en public n'importe où. Alors moi, si vous me permettez, j'aimerais donner des avis, c'est-à-dire lire des avis de femmes. Attends, je vais d'abord lire les téléspectateurs, si tu permets. On a bonjour, si l'enfant veut, on doit lui donner ça. Ce n'est pas de l'exhibition, c'est juste sous le devoir. Les hommes sont tellement pervers de fantasmer sur une femme qui allait son enfant. Moi, si je vois une femme le faire, je trouve ça très beau. De Herman Zara qui dit Yemi, moi je vais te donner mon autorisation. Et on a bonjour à vous. Je trouve que c'est totalement anormal de sortir le sein en public. Il y en a qui le font même en taxi. C'est dégoûtant. Oui, c'est dégoûtant. D'accord, merci à vous. Et on a bonjour à vous. Si on veut donner cela à l'enfant, il faudrait avoir une couverture pour se couvrir. Nos sœurs musulmanes allaitent, mais tu ne verras jamais leur sein dehors et à l'air. N'oubliez pas que le sein sert de nourriture pour l'enfant, mais également d'objet sexuel pour pimenter le couple. Un homme est content d'avoir un enfant, mais lorsque la femme sort le sein à tout bout de champ, n'importe comment, en le tirant juste pour pouvoir le donner à un enfant, de nos jours, en taxi,
ou en public, je trouve que cela est vraiment dérangeant. Le mieux, c'est de pouvoir utiliser une serviette pour se couvrir. Miss Cap. Voilà, quand le thème a été lancé, j'ai essayé de recueillir un peu l'avis pour une femme qui était pour l'allaitement en public et le contre pour celle qui était contre. Alors, si vous permettez, je vais rapidement lire. Et c'est Madame Kafu qui dit « J'allaite mon petit dès qu'il a faim. Quel que soit l'endroit où je me trouve, cela me paraît tout à fait naturel. Je m'arrange pour superposer 2 t-shirts de la même couleur, ce qui me permet de rester discrète puisque je remonte celui du dessus et je descends celui du dessous. Résultat des courses, ni vu ni connu. Il n'y a pas un seul bout de téton qui se voit. Personne ne s'offusque de voir un bébé boire un biberon ou manger une compote en public. Alors pourquoi lui refuser le lait maternel s'il en a besoin? Et ça c'est pour le pour. Pour une qui était contre, c'est Sika, elle dit par contre personnellement je ne donnais pas le sein en public, sauf exception lorsque ma fille ou mon fils hurlait dans un magasin ou au marché ou chez le docteur. Je ne supportais pas les regards que je trouvais parfois malsains. Et puis, j'avais une désagréable impression d'intrusion dans ce moment privilégié. Je me sentais jugée et dévisagée par certains, scrutée et désapprouvée par d'autres. Alors, quand mon fils ou ma fille ne me laissait vraiment pas le choix et que je devais me résoudre à passer au-dessus de mes appréhensions, je m'arrangeais pour m'isoler un maximum. Alors, quand j'ai lu ça, c'est pour faire comprendre que ça dépend déjà de l'éducation et de l'environnement dans lequel tout le monde se retrouve. Je ne sais pas si vous voyez, parce que les deux avis que j'ai lus, je me dis qu'elles ont toutes leurs raisons d'être là. L'autre qui était, voilà, elle a sa manière de faire patati patata, et l'autre qui se disait, voilà, c'est à cause de ça parce que je sentais premièrement que c'est comme s'il y avait une intrusion dans mon intimité avec une intrusion dans mon intimité avec mon enfant, ou carrément je sentais des regards, voilà, sur moi. Mais les deux vont dans la même finalité. Oui, finalement, les deux, elles sont contre l'allaitement en public parce qu'il y a l'une qui s'éloigne et l'autre qui est obligée de mettre un t-shirt plus un t-shirt. En fait, il faut préciser que lorsqu'on parle de l'allaitement en public, ce n'est pas le fait, d'allaiter l'enfant en public. En se cachant. C'est le fait qu'on demande de cacher le sein. C'est la question qui est posée, hein, chers amis téléspectateurs. C'est surtout le fait de cacher le geste, parce que vous êtes obligé de vous couvrir comme ça parce que vous êtes en public. Donc en fait le truc tourne autour de ça. Est-ce qu'on est pour le fait de le faire en public en se cachant ou le faire tout simplement sans réfléchir et sans se dire voilà. Et pour la dame qui dit qu'elle a l'impression d'une intrusion enfin les gens sont très, je sais pas, les gens sont très observateurs sur ce que les autres pensent d'eux ou sur ce que les autres... Enfin, moi, je me dis, quand vous allaitez votre enfant, c'est un moment intime entre vous deux. Enfin, moi, je me dis, même les bruits extérieurs disparaissent parce que vous partagez un moment. Et pour les mamans qui le font avec, je ne sais pas, je dirais pas que les autres le font pas venant du cœur, mais pour les mamans qui aiment le faire et qui s'en foutent du regard des autres et qui sont en public, vous partagez un moment intime. C'est même le moment où on parle à l'enfant. On sait qu'il va pas vous répondre forcément, mais vous lui parlez, vous le regardez dans les yeux et vous partagez quelque chose de spécial. En ce moment-là, moi, je vais pas regarder est-ce que Cordio ne me regarde pas là-bas pour voir si je suis pas en train de lui montrer mon sein ou est-ce qu'il n'y a pas telle personne qui est en train de me juger. Non, il faut faire le geste et ne pas se poser de questions parce que c'est un geste naturel. Nous avons ce message qui dit bonjour à vous. J'étais dans un cabinet médical et mon bébé a commencé à pleurer. J'ai sorti le sein pour lui donner. Le monsieur assis en face de moi n'a pas détaché son regard de mon sein en train d'allaiter mon bébé jusqu'à ce qu'il n'ait des problèmes avec sa femme ou la dame en tout cas avec laquelle il était venu. À partir de ce jour, je m'éloigne pour profiter pleinement et tranquillement de cela avec mon enfant. C'est vraiment dommage, mais je suis pour le fait de se cacher. Justement, c'est ce qui fait en fait, c'est ce qui dérange en fait. Le simple fait de penser que sortir mon sein
si je vous connais, je me dis que ça ne dérangera personne. Je peux le faire. Mais je suis quelque part où il y a des inconnus qui peuvent penser plusieurs choses, qui peuvent avoir plusieurs idées. Sortir mon sein sera compliqué pour moi. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une chose en fait qui ne me dérangeait même pas. Et je disais même, enfin, pour ceux-là qui ont eu des enfants, et j'étais même à côté, quand l'enfant pleure, mais tu ne vas pas lui donner le sein, peu importe l'endroit. Mais le jour où je suis tombée sur cette discussion du groupe d'hommes, des gens qui disent que ça les excite, des gens qui disent oui, que les femmes qui allaitent ont de très beaux seins parce qu'il y a le lait, ou bien quand le lait vient là, ça se gonfle, bien que c'est très beau et tout ça. Donc je me dis que ça, c'est des commentaires vraiment pervers. Et pour éviter cela, moi je préfère en tout cas me protéger mon enfant, me protéger personnellement avant de donner mon sein pour éviter que l'autre qui est en face de moi, l'autre que je ne connais pas, ait des idées perverses en fait. C'est ça, c'est le plus gros problème. Sinon, autant de nos parents, de nos mamans, bon, chacun le fait, on se dit que c'est ça, il n'y avait pas de biberon. On se débrouillait pour donner le sein comme ça à l'enfant quand il pleure. Et si tu ne le fais pas, on te traite de mauvaise mère. Mais quand on est en public et qu'il y a des inconnus, des gens que ça peut dégoûter en fait, c'est pour mettre les autres à l'aise et aussi éviter d'avoir des appréhensions ou bien des idées vraiment qui ne sont pas bien pour vous-même et pour la personne en face de vous. Donc moi, je me dis qu'il est important, certes, de donner le sein à l'enfant, c'est normal, mais de toujours se protéger, se cacher, sincèrement. Bonjour Nectar, les femmes, c'est compliqué. Au marché, une fois, une dame a tiré son sein, pas sortir. La personne met en parenthèse. Tirer son sein pour donner à l'enfant qui, après avoir fini de téter, a commencé par jouer et tirer aussi avec ses dents. Il était impossible pour la maman d'enlever directement le sein. Il a fallu une main étrangère pour faire doucement attraper le sein d'une main et qu'on puisse retirer l'enfant. Je vous en prie, c'est un acte naturel, mais ajoutons-y un peu plus de bon sens. D'accord, merci à vous pour votre message. Monsieur Moreau? Oui. Et d'entrée de jeu, je remercie tout le monde, même les téléspectateurs pour les retours et tout. Et exactement, chacun va de son analyse et chacun se retrouve dans son élément. Si vous êtes pour ou contre, forcément qu'il y a une raison, pour laquelle vous êtes pour ou vous êtes contre. Et d'entrée de jeu, le fait d'allaiter son enfant, comme Gabine l'a dit, par l'OMS, c'est en fait, moi je dirais, c'est un droit en fait. C'est un droit pour l'enfant de pouvoir téter, peu importe l'endroit. Peu importe l'endroit, c'est un droit pour l'enfant. Parce que l'enfant, lui, c'est une représentation psychologique pour lui, le sein. Et quand il réclame cela, il se dit que pour lui, on doit lui donner ça. Peu importe le lieu. Lui ne se demande même pas, est-ce que vous êtes à la maison, vous êtes où pour pouvoir crier et réclamer le sein. Mais ici, la question ou bien le problème qui se pose, c'est comment le faire si nous sommes en public. Normalement, c'est sur l'aspect là, je pense que nous tous, nous tournons. Est-ce que le faire comme ça, comme d'autres l'ont dit, sortir et non, ou bien tirer, d'autres l'ont dit tirer les seins de ça. Est-ce que c'est ça qui cause problème? Oui. Vous allez voir, même en taxi, comme certains l'ont dit au marché, d'autres même, c'est dans les taxis, elles tirent, elles ne se protègent pas par rapport à ça. Être pour... Quand l'enfant ne prend le sein en l'air. Le sein en l'air, ça dit tout est en l'air. C'est quoi qui est plan? Ce n'est pas seulement... c'est pas seulement les bouts. Non, la manière. C'est pas seulement les bouts, vous voyez, mais c'est tout. Justement. C'est tout le sein que vous voyez dehors. Maintenant, est-ce que ça, c'est dérangeant? C'est naturel? En fait, l'acte de téter est naturel. Ça, c'est d'accord. Quand l'enfant réclame, quand l'enfant a envie de téter, ça aussi, c'est naturel. Et pour lui, pour l'enfant, pour le bébé, c'est un droit qu'on l'allaite à n'importe quel endroit. Maintenant, la maman qui sort son sein, est-ce que ça, c'est pas dérangeant? Oui. Et les gens ont été clairs dans leur position que c'est dérangeant à un moment donné. Pour certains, c'est pas dérangeant. Pour d'autres, c'est beau, c'est bien de voir et tout. Mais aujourd'hui, nous savons. C'est bien vrai qu'aujourd'hui, en Afrique, et ces aspects-là ne sont pas bien. C'est-à-dire, nous ne faisons pas des sondages pour pouvoir étayer ça par les chiffres. Mais en Europe, où les gens ne sont pas habitués, si je peux le dire comme ça, à voir les femmes allaiter, et ça devient compliqué. Parce que chez nous, on se dit qu'on est presque habitué. Hein. À n'importe quel coin de rue, vous allez voir une femme au moins allaiter.
en taxi ou en... Mais chez nos frères en Europe, tout ça là, eux, non. C'est souvent difficile de pouvoir voir une femme le faire. Donc je pense que chez eux même le débat là se pose. Que est-ce que c'est bon? En tout cas pour moi c'est pas un débat. C'est pas un débat d'allaiter un enfant ou bien quoi. Mais est-ce que nos femmes d'ici, est-ce qu'elles le font bien en sortant leur sein comme ça? Mais nous disons qu'au moins il faut un minimum de protection. Il faut qu'au moins les gens se protègent. C'est pas demander à ce que vous puissiez vous couvrir et mettre l'enfant dedans pour que l'enfant puisse allaiter, pour que les autres ne puissent pas voir. Au moins faire un geste pour que, ne serait-ce, l'enfant puisse être à l'aise en le faisant, pour qu'au moins, quoi qu'on dise, aujourd'hui nous sommes dans un environnement, nous vivons en société, et le regard des autres, peu importe ce que nous disons, qu'on le veut ou pas, les gens vont nous influencer en faisant cet acte-là. Parce que c'est comme, ça sort du commun. Ou bien, c'est pas n'importe qui le fait d'ailleurs. D'abord, c'est les femmes qui le font, et vous voyez que c'est bien vrai que c'est... Il est mis en train de parler des gens qui n'ont pas... Mais bon, c'est pas forcément ceux qui ont mal à la tête, mais quand vous voyez l'acte là, que ce soit en taxi ou... Vous avez tout de suite le regard qui va vers. Et vous êtes obligé, même si vous allez tourner votre regard après, mais vous allez passer à voir comment ça se passe. Même si ce n'est pas pour dire que ça m'excite et tout, mais le regard va directement là-bas et au moins vous allez faire quelques secondes et vous détourner et prendre votre chemin. Donc nous disons que ces femmes-là doivent, ne serait-ce le minimum, faire en sorte que les seins ne puissent pas sortir, même si on voit les bouts des tétons. Ce n'est pas encore grave. Ça dit le bout là, ce n'est pas encore grave. Mais tout le sein dehors là, ça choque la sensibilité de certaines personnes. En tout cas, personnellement, moi, je dirais que nous, personnellement, ou bien moi, personnellement, c'est par rapport à la religion, bien sûr. Et ça va choquer la sensibilité de certaines personnes pour dire oh, ben, la femme, là, elle n'a pas de pudeur. Mais normalement, c'était un besoin où la femme, là, ne se contrôlait pas. Ça dit, c'est psychologique. Comme Yemi l'a dit, c'est des instants... C'est instinctif. Oui. C'est des moments pas possibles que la maman vit avec... son enfant. Et ça, quand ça n'existe pas chez la maman et son enfant, ça peut poser des soucis. Donc, pour moi, pour ou contre, comme elle a dit, je ne suis pas contre l'acte, mais je suis contre peut-être dans certaines situations quand d'autres le font mal. Parce que, non, certaines femmes exagèrent. Quand j'ai fait le retour, il faut voir l'acte en fait, parfois pour trouver ça dégoûtant, pour trouver ça vraiment gênant. Vous voyez une femme qui met sa main, qui sort le truc là et puis blâme. Oui, effectivement. Certaines ont naturellement de fortes poitrines. On ne refuse pas, allaitez où vous voulez, hein, même devant toute une foule de 1000 personnes, il n'y a pas de souci, mais c'est la manière de le faire et de ne pas choquer les autres. Parce qu'il faut également savoir que tant que tu es en société, tu es régi par quelques préceptes, quelques normes pour ne pas pouvoir choquer et frustrer les autres parce que eux aussi ils ont leur droit d'être là. Donc c'est ça, il faut vraiment l'allaitement n'est pas une source de frustration, n'est pas une source de gêne non plus. Peut pas et pour revenir sur l'exemple que Gaëlle a donné tout à l'heure par rapport à la dame qui était dans la salle d'attente, je crois, salle d'attente chez un médecin. Oui, c'est ça. C'est le message. Ah, c'est le message, pardon, je pensais que c'était l'exemple de Gaëlle. Et je me dis en fait, une fois de plus, la femme est encore à un rang où c'est elle qui doit en fait éviter, c'est-à-dire qu'on peut tout faire à la femme, mais c'est à elle de, c'est comme quand on vous viole. La première question que les gens vont vous poser souvent, tu étais habillée comment? Je suis violée, vous me demandez comment j'étais habillée. En fait, ça n'a aucun rapport. Que je sois violée ou pas, c'est pareil ici, c'est-à-dire que c'est la femme maintenant qui décide de ne plus le faire en public parce qu'il y a eu un pervers qui la regardait tout le temps. Une fois de plus, c'est la femme qui est obligée toujours de faire un pas en arrière pour permettre au monde de bien aller. Et toujours, c'est la femme qui est lésée, c'est la femme qui est mise au deuxième rang, alors qu'elle ne fait que son travail. C'est-à-dire, elle ne fait que son devoir de mère et son devoir de, je le dis souvent, de garde-manger, celle qui donne à manger à son enfant. Donc, à quel moment, en fait, elle doit se cacher pour faire ça?
C'est normal, c'est Moi, naturel. je ne le prendrai pas comme ça. Et Parce pour que dans les cette seins- foule également, il y a même les femmes qui n'acceptent pas ça. Les femmes sont Donc, pas- c'est pas, oui, voilà. Donc, Oui, mais pas c'est seulement, dommage, la justement. femme. Il faudrait Là, on ne faire parlera comprendre plus aux gens seulement que de c'est ça. un geste naturel. Il ne faut pas demander à ta consoeur, moi je ne vais pas regarder quelqu'un en lui disant, mais pourquoi tu allaites ton bébé en public alors que je suis là? C'est dégoûtant Non, pour en moi fait, parce c'est que ce tu as que nous sorti sommes tes en train de seins dire. comme Le ça. Allez en public. c'est Voilà, pas il un n'y a pas de problème. souci. C'est pas un souci. Mais il faut se cacher. Non, pas se cacher aussi. Nous ne disons pas, par exemple, lorsque vous voulez allaiter devant toute une foule, de quitter la foule pour aller le faire. Mais il faut ça dit le minimum. Il y a certaines, je ne sais pas, peut-être que vous ne vivez pas je sais pas si c'est comme vous ne vivez pas les mêmes réalités que nous. Ça dit, quand vous êtes en taxi, parce que le plus souvent c'est en taxi, les enfants hurlent. L'enfant hurle. D'abord, quand l'enfant hurle, même si vous êtes le plus ingrat possible au monde, vous savez que l'enfant réclame quelque chose. Et quand la maman ne le fait pas, nous les Africains, nous sommes les premiers à dire que Donne-lui le celle-ci- sein. Donne-lui le sein. Donc, le faire même en public, ce n'est pas un problème pour nous les Africains. Mais nous voyons que certains de nos soeurs ou bien certains de nos mamans là, ça dit, elles ne le font pas bien. Même quand elle est en train de dire, le lait là même coule. Coule. Et vous voyez Le que lait qui coule encore, c'est un autre problème. C'est- C'est-à-dire que cette personne-là n'a pas les règles d'hygiène et ça, c'est encore un autre problème. Mais donner le sein normalement, c'est-à-dire un sein qui déborde, oui, c'est normal qu'il déborde parce que vous êtes en train de le donner à un enfant. Oui, je refuse. Il ne peut pas être à l'intérieur et être dans la bouche mais du petit au même vous moment. convenez avec nous Donc, il faut que ça déborde. on peut facilement le sortir comme ça dit, et le bébé va facilement téter, que de sortir tout. Et d'abord, ce qui choque aussi, c'est que, au moins si la maman sort tout, c'est pas encore un problème. Elle peut facilement mettre la main, ça dit, elles sont comme ça, elles sont assises comme ça dans la voiture, elles sortent tout le sein comme ça, et le bébé couché comme ça. Et puis elle est comme ça. C'est pas qu'elle protège, elle tient. Non. Parce que justement, c'est un acte naturel. Non, je parce que refuse pas. je suis sûre que si vous demandez à cette femme-là demain, vous allez chez elle, toc, 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 bonjour, madame, est-ce que vous pouvez enlever votre tricot et votre soutien? Je veux juste voir vos seins et repartir. Elle le fera pas. Elle le fera jamais. Jamais, oui. Demandez Ça, je à suis cette même femme d'aller à la piscine en maillot de bain. Elle ne le fera jamais. Ça, je suis Mais le d'accord. simple fait d'allaiter son enfant, pour elle, il n'y a rien en fait à voir. Vous n'avez rien à voir. Elle fait que son travail. Et en ce moment-là, elle est capable de vous montrer ce que vous aurez demandé peut-être dans la journée. Elle vous aurait dit non, je ne vous montre pas parce que je suis pudique. Nous allons Voilà. prendre la réaction des téléspectateurs. On a bonjour émission Nectar, allaiter son enfant en public n'est pas un problème selon moi, mais pour éviter le regard de certains hommes sensibles au sein, je pense qu'il faut bien les couvrir quand on veut allaiter son enfant en public. Merci, c'est de la part de Derman depuis Novici. Et nous avons bonjour à vous, il n'y a pas débat. Le bébé a droit à l'allaitement même en public, sinon ça devient une torture alimentaire. Les obsédés sexuels eux-mêmes étaient allaités en public quand ils étaient bébés. Vraiment. De la part de Monsieur Mola. Voilà. Et nous avons bonjour à vous. Attention, il y a de cela 40, 50 ans et même en plus bas en arrière, une jeune accouchée, lorsqu'elle devait allaiter, était mise en case pour ne pas sortir et elle n'allait pas non plus au champ. De nos jours, les choses ont évolué et les femmes sont devenues plus actives. Elles courent à gauche et à droite et justement, le fait de sortir tout son sein avec, entre parenthèses, le cri de Gaël, blanc, est vraiment quelque chose qui n'est pas bien. Même si on est mère, on reste femme. Il ne faut pas l'oublier. D'accord? Merci à vous. Et on a bonjour, d'accord, on a bonjour. C'est un sujet à être pour et contre en même temps, car dans certains milieux, la maman doit être protégée de la part de Monsieur Paul depuis Tchévier. Et bonjour Nectar, chez nous au Ghana, on a toujours un voile sur soi pour se couvrir avant d'allaiter son enfant en public. D'accord? Merci pour votre rapport. Et bonjour, je suis totalement contre le fait d'exposer ainsi le sein en public. C'est mal fait. D'accord, merci à vous. Et bonjour Nectar, non et non, il faut se couvrir les seins. D'accord?
Et ça se poursuit. Bonjour Nectar, dans ce moment, il faudra savoir ce qui est important. Se soucier de son sang et de ce que les gens pensent ou donner à manger à son enfant. Pour l'histoire de couverture, et si l'enfant ne supporte pas la chaleur. Il y a des femmes qui allaitent sans se couvrir, mais qui ont la bonne manière de le faire et on ne voit pas les seins. Merci à vous. Donc le problème, c'est le savoir-faire. Voilà. Merci à vous. Et bonjour, c'est très dérangeant même. C'est de la part de Zépé. D'accord? Merci à vous, monsieur Zépé. Bon, je crois que ça doit être un monsieur Zépé. Bonjour, pour moi, allaiter en public n'est pas le problème, mais je pense que la maman doit couvrir et le sein et le bébé. Non seulement à cause des suspicions des autres hommes, mais c'est aussi une question d'hygiène. Les lieux publics sont souvent pollués. De la part de Claude depuis Libreville au Gabon. Et bonjour la famille, j'espère que la nuit a été bonne. D'accord. Merci à Dieu pour notre souffle de vie de ce matin. Pour nourrir son bébé en public, c'est bon. Mais de nos jours, les choses ont changé et tout est devenu excitant. Un homme peut voir une femme enceinte de 6 à 8 mois et va commencer à lui faire la cour. Et maintenant, ce n'est pas une femme enceinte, il voit juste une partie de son corps. Imaginez l'eau. Donc, nourrir un enfant en public, la femme doit prendre un mouchoir pour cacher au moins la forme et le haut de son sein avant de le donner à son enfant. Notez bien, dans certaines traditions aussi, c'est interdit. N'oublions pas aussi qu'elle doit carrément cacher son sein avant d'allaiter son enfant. De la part de Moïse depuis Accra. Merci à vous, monsieur Moïse. Et bonjour de la part d'Adèle. Allaiter son sein en public est une chose qui est naturelle parce que l'enfant en a vraiment besoin et c'est aussi son droit. Et il y en a tellement, on ne pourra malheureusement pas tout lire. Et on a un bonjour, un jour dans le bus, par une femme en voulant allaiter son enfant a fait jaillir le lait sur moi. D'accord. On revient toujours sur la manière de savoir-faire, oui, en fait. c'est le savoir. De la part de Bruno. Merci, monsieur Bruno. Et bonjour à vous. Non. C'est tout le message. Ah non, C'est-à-dire, nous-mêmes, on devine quoi. C'est-à-dire, allaitement en public, non. Ok. Bonjour à vous. Je pense qu'il est normal de donner le sein à l'enfant quand il a besoin. Et n'oublions pas que l'enfant est inconscient de l'endroit. N'importe où l'enfant va téter quand tu lui donnes le sein. Donc, c'est à la femme de prendre ses dispositions pour ne pas montrer son sein aux gens. Moi, je n'aime pas quand on voit une partie secrète de ma femme. C'est de la part de monsieur Florent depuis Baguida. Et bonjour à vous, juste pour vous féliciter, c'est une très bonne émission de la part de Xavier. D'accord, merci à vous, monsieur Xavier. Et bonjour, le sein fait partie de la nudité de la femme, donc faites attention. De la part de Lessie Kokou, c'est ça? Depuis Cara. Merci à vous, monsieur Lessie. Et bonjour Nectar, allaiter son bébé en public n'est pas un problème, c'est naturel et c'est un acte qui doit se faire. Il est inadmissible de penser des trucs bizarres. Ce sont les obsédés qui ont des pensées tordues. De la part de monsieur Emmanuel. Bonjour, l'allaitement en public n'est pas un problème. Mais ici, on est en Afrique et en Afrique, tous les coups sont permis. Oui, spirituellement également. Ah. Oui. Spirituellement. Déjà, chez certaines personnes, c'est pas permis qu'une autre personne ou bien des étrangers puissent voir même une partie du corps de leur femme. Et les siodaphobes, comment on dit ça? C'est de l'adultère ou bien... Tu as mis les pieds dans... Oui, dans l'herbe, littéralement, ok? Tu as mis les pieds dans l'herbe, donc spirituellement même, on peut t'attaquer par là parce que ton enfant prend ça et il boit. Ouais, c'est l'Afrique et ses mystères. Bonjour à vous, la fille ou la femme aux cheveux blancs parle très bien. Merci. Merci. Vous devriez penser à noter les invités pour le débat. Ok, on va y penser. La prochaine fois pour le débat, on va donner des notes, pourquoi pas. Bonjour, moi c'est Jérôme, je suis parfaitement d'accord avec Yemi. C'est inadmissible de savoir que des gens pensent qu'une femme ne devrait pas allaiter en public. C'est vrai que ça frustre un peu, mais il faudrait aussi savoir que l'allaitement peut être géré de manière à ce que l'enfant ne réclame pas le sein en public. On peut anticiper les besoins de son bébé. Bonne émission. On revient toujours au même. C'est à la manière de faire. Est-ce qu'on peut anticiper? Est-ce que la personne qui a envoyé le message est déjà une femme?
Non, Et c'est un homme. Voilà, et qui n'a forcément pas d'enfant, voilà. Parce que un enfant ne va pas réclamer le sein forcément, surtout quand ils sont en très bas âge. Un enfant ne va pas réclamer même forcément le sein parce qu'il a faim. Mais ça a très bon goût et il va peut-être le réclamer parfois juste parce qu'il veut son petit truc dans la bouche. Et tant qu'il ne l'aura pas, il va être là en train de crier, en train de vous déranger et tout. Non, non, ce n'est pas un caprice. Il peut avoir mangé il y a 30 minutes et réclamer encore. Vous ne connaissez pas non plus son métabolisme. J'ai suivi Le métabolisme de chacun est différent. Un nutritionniste, parce que l'enfant pleure tout le temps pour avoir du sein, et le nutritionniste a conseillé de le laisser en fait pleurer quelques temps pour qu'il s'habitue. Parce que les enfants, il y a des enfants super, Non, des bébés super capricieux qui il y a vont des pleurer tout le temps, capricieux. même si peut-être 2 Mais on ne minutes peut pas après, se il dire va chercher directement un que peu. parce que tu as un bébé et que tu pleures toutes les 15 minutes, c'est un caprice. Peut-être qu'il a quelque chose ou peut-être qu'il a juste un métabolisme qui lui permet de digérer plus vite. En plus, on sait très bien que ce n'est pas vraiment très consistant le lait. Donc, on ne peut pas se dire que oui, on va gérer, ok, ton ventre, je lui donne à boire le lait à 7h, ensuite à 9h30, ensuite à 12h30. Non, ce n'est pas possible. Chacun son métabolisme et chacun digère d'une certaine façon. Moi, le foufou, je digère ça en 30 minutes. Ok. Pour ça, je suis d'accord avec Yemi par rapport à ce qu'elle a dit. Pour ça, on ne peut pas prévoir que l'enfant doit manger tel. Oui. Même à 5 minutes, l'enfant peut réclamer le lait. Oui. Juste parce que le sein, comme on l'a dit, pour le bébé, ça dit, c'est en fait un élément qui lui permet d'être en contact direct avec sa maman. Et chaque fois, l'enfant a besoin d'être en contact direct avec sa maman. Et lorsqu'il constate que ça fait des instants où il n'est pas proche, il ne se sent pas proche de sa maman, il réclame, il pleure. Peut-être que la nutritionniste, elle a dit ça dans un contexte donné. Sinon, normalement, ça cause un problème. Ça cause un problème même quand en le disant. Que de la part de M. Marcel depuis Abidjan, bonjour, il n'y a rien d'aussi beau qu'une maman qui allait son bébé, mais la manière doit être revue. Et nous avons, bonjour à vous, le sujet est vraiment pertinent, qu'il faudrait même une sensibilisation pour ça. Certaines de nos mamans pensent que lorsque le sein n'a plus sa forme, on s'en fout. Mais qu'elles sachent qu'en dehors du regard des hommes, il faut penser aussi à l'hygiène. De la part de M. Olivier Combaté depuis Tripoli en Libye. Et nous avons, bonjour à vous, je suis nutritionniste, sage-femme et on conseille même aux mamans surtout actives d'avoir des heures ponctuelles pour donner le sein. Voilà. Cela se fait et on enseigne ainsi à l'enfant à avoir une bonne hygiène de vie. Cela favorise sa digestion. Cela l'aide également pour les mamans, bien sûr, qui sont toujours très actives, de savoir même comment pouvoir tirer le lait et le déposer pour les nounous. Cela se fait et bravo à vous pour cette magnifique émission et ce gros thème-là. Je vous aime toutes. Merci. Et c'est depuis le Sénégal. Nangadef. Wow, c'est oublié, on revient. Merci. Et c'est vrai quand même que ça s'enseigne aussi. Hein. On apprend, donne-lui ne laisse pas l'enfant faire de caprices. À 10 heures, laisse-le et autres. Mais c'est vrai aussi que parfois l'enfant, il y a des... Non, sérieux, ça s'enseigne. Oui, je ne refuse pas. Mais ça, c'est à discuter. Voilà. Même si vous êtes spécialiste dans ce domaine-là, ça dit, en fait, quand l'enfant réclame ou bien quand l'enfant pleure en réclamant sa maman, ça dit, chez nous, c'est tout un cours. C'est des modules que nous faisons en psychologie du développement où ce que vous êtes en train de dire rentre en porte-à-faux par rapport à ce que nous prenons. C'est vrai que la personne va me dire qu'elle est nutritionniste, tout ça, mais on va pouvoir discuter par rapport à ce point. Parce que l'enfant pleurer, lui dire que vous l'enseignez à donner à des temps réguliers. C'est bien vrai, ça peut être compréhensible. Mais c'est comme dire qu'à un moment donné, si l'enfant commence à faire des caprices, ne l'écoutez pas parce que son heure, c'est telle heure que l'enfant doit manger. Non. C'est comme si on privait une partie de ses droits. Parce que c'est le lait seulement que l'enfant a à ce moment. Et nous disons que le lait n'est pas seulement de la nourriture pour l'enfant. C'est une représentation psychologique pour l'enfant. Donc, et puis la dame, elle a parlé de femmes actives, femmes actives. C'est revenu plusieurs fois dans le message. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que nous sommes des femmes actives, nos enfants
en fait, n'ont plus droit à, je ne sais pas si c'est ça, alors la notion de femme active n'est plus... Donc, je pense que c'est même pour ça qu'on a droit au congé de maternité. Hein. Oui, on a droit au congé de maternité, voilà, oui, mais la notion de femme active, en fait, ne devrait pas empêcher l'enfant de bénéficier de ses droits, en fait. Parce que vous êtes une femme active, oui, mais ce n'est pas une raison pour dire, OK, je ne nourrirai que mon enfant à 8h, 10h, oui, mais midi, si je suis une femme active, 14h, par exemple, là où je suis sur le plateau de Nectar, je vais sûrement pas, quand la nounou va m'appeler à 7h30, alors qu'on est en plein débat. Ça veut dire que l'enfant a d'autres options. Oui, c'est ça. L'enfant a d'autres options, soit c'est le lait artificiel ou soit c'est que le lait a été pressé. C'est ce qu'elle a dit dans son message. Oui, mais ça veut dire que la nounou ne va pas attendre 10 heures pour nourrir l'enfant. La nounou, parce qu'il y a du lait et que l'enfant... Attends, Yémi, s'il te plaît, c'est ce qu'elle a dit. Elle dit qu'on leur enseigne à tirer le lait pour les femmes actives, à déposer et à savoir conditionner cela pour que l'enfant... Parce que si on rejoint M. Moreau qui dit que c'est plus un besoin psychologique pour l'enfant, même quand on va donner le lait à ce moment-là, l'enfant va continuer de pleurer parce que ce qu'il veut, c'est sa maman. Il veut sentir sa maman. Donc je crois que le fait d'apprendre ainsi à gérer, comme le dit la dame, c'est de pouvoir enseigner à l'enfant quelque part. Malheureusement, sa mère est active à, je sais pas, à, comment dire, à gérer ce besoin-là. Quand la maman revient, le manque, à gérer le manque de la maman. Le manque de la maman. D'accord, je ne l'avais pas compris comme ça. Je pensais qu'elle disait il y a des heures fixes où il faut nourrir l'enfant et au-delà de ces heures-là, c'est que vous êtes en train de gâter un peu l'enfant. Sinon, en ce moment-là, moi, je pense que non. Il faut nourrir l'enfant quand l'enfant en a besoin, tout simplement. Alors, il y en a tellement, on ne pourra pas. On a bonjour Nectar, allaiter son enfant en public n'est pas du tout hygiénique, mais la femme n'a pas le choix. Mais avant l'acte, la maman doit couvrir sa poitrine. Bonne journée à vous, Féiz, depuis Kyrgyzstan. En fait, c'est fou, à chaque fois que je vois le message, Féiz, Kyrgyzstan. Oui, c'est le Kyrgyzstan. Et bonjour à vous. Ici, chez nous, toujours le Sénégal. Voilà. Nangadef. Waouh. Magnifique. Beaucoup de poissons dessus. Waouh. Mbalas. Waouh. Désolée, hein, c'est pour vous dire qu'on adore le Sénégal. On adore le Sénégal. Alors bonjour chez nous ici, une femme. Je pensais seule. Ah, aimer le Sénégal. Ah oui, on adore. Chez nous ici, une femme qui est en train d'allaiter n'allaitera jamais en mettant son sein dehors. Mais il faut reconnaître aussi que non seulement chez nous, c'est la culture, c'est culturel et aussi les habillements que nous avons ne s'y prêtent pas. Bon, d'accord. Les boubous larges comme ça, n'est-ce pas? C'est le message du Kyrgyzstan. Non, Sénégal toujours. Ah, ok, oui, ok. D'accord. Et on a, il y en a tellement, je ne sais plus. Et si tu sens que ton enfant a besoin de téter et que tu es en public, au moins fais un pas pour aller dans un endroit un peu isolé et donne-le lui. Mais si tu sais que tu vas voyager dans une voiture, fais-lui un biberon de la part de ZP. D'accord. On revient toujours. Et dans le cas où la maman fait l'allaitement exclusif. C'est ça. Elle a dit, la personne a dit de tirer le lait pour faire un biberon. Bon, lui, il a dit faire le biberon, mais c'est bon, on peut tirer. On peut tirer le lait. Alors, bonjour. Allaiter en public, ce n'est pas le problème parce que c'est naturel, mais cela doit se faire de manière intelligente selon le lieu où est la femme. Et bonjour, Nectar. Allaiter son enfant en public n'est pas un problème, mais il faut se contrôler car il y a de mauvaises personnes qui est entraîné de ton... Vraiment, monsieur, le message ne attaque pas, mais il faut revoir un peu. C'est compliqué. Je lis, mais je ne sais pas ce que vous allez comprendre. Il y a certaines personnes qui se contrôler quand il y a des mauvaises personnes qui est entraîné de ton vœu. Et par cet geste inattendu, ils peuvent avoir donc nos mamans, méfiez-vous s'il vous plaît, nous sommes en Afrique. Le côté spirituel toujours. Voilà.
D'accord. Bonjour le plateau. Je veux dire au monsieur que tout se fait dès la naissance. C'est possible de programmer les heures, ce que nos parents n'ont pas fait et qui continuent de prendre de l'ampleur, quel que soit le lieu. Ça fait partie de l'éducation. Merci à vous. C'est de la part de Jean-Paul. On a appris à manger avec les fourchettes, couteaux, on a appris à les bords. Et même pour nourrir l'enfant, il faut apprendre encore des règles de société. Les gens pensent que c'est en fait pour la nourriture que l'enfant crie quand l'enfant réclame le sein. En fait, le sein, comme je l'ai dit, c'est une représentation psychologique. Donc, ça dit ça, c'est pas une éducation en fait. Oui. Pour dire que l'enfant a besoin du sein, c'est juste pour s'alimenter et tout. Non, c'est pour être en continuité relationnelle. Nous appelons cela la continuité relationnelle mère-enfant. C'est une continuité. Depuis le ventre, c'était le cordon ombilical. Maintenant, quand il est sorti du ventre, la seule chose qui le met en contact direct avec sa maman, c'est le sein. Et quand il n'a pas le sein là, vous allez voir qu'on peut développer même des thèmes où des enfants qui naissent même, qui ont de la haine pour leurs parents, pour leur papa, juste parce que ils pensent que le papa aussi prend une partie de ce qui appartient, bien ce qui lui revient de toi. Bonjour. Et pour les enfants qui naissent et qui ne prennent pas le sein et qui sont alimentés au biberon, alors je vous en prie, arrêtez. Ah, bon, d'accord. Oui, c'est le débat est lourd, hein, je ne sais pas. Oui, pourquoi tu n'as pas lu tout le message? C'était un message pour monsieur. Ok. Voilà. Oui, ça, et puis nous sommes. On peut expliquer aussi ça. On peut expliquer aussi ça, non? Et ceux qui n'ont pas été allaités, vous avez 2 phrases, dites-nous. Qu'est-ce que vous pourrez nous dire sur eux? Ceux qui n'ont pas été allaités au lait. Depuis le départ, au sein, depuis le début. Depuis le début de la naissance. Oui, vous allez me dire tout de suite que la personne va dire que la personne n'est pas allaitée au lait et qu'il faut suivre la progression de la personne. Vous allez constater qu'à un moment donné, ce besoin-là se sentira. Peut-être que sa maman n'est plus là, ou bien sa maman est là, et puis sûrement que sa maman a un souci, c'est pourquoi on ne l'allaite pas, ou bien l'enfant ne veut pas carrément. Vous allez voir que l'enfant va développer quelque chose qui va nous amener à comprendre réellement que ce besoin-là existe. Ce besoin c'est-à-dire le manque, c'est pourquoi je dis, le sein, c'est pas seulement le lait. Le sein, c'est pas seulement le lait. Il est déjà l'heure, malheureusement, on ne pourra pas terminer, hein, et beaucoup de choses ont été dites encore comme toujours. L'allaitement en public dérangeant naturel, c'est quelque chose de naturel, on est tous d'accord là-dessus. C'est, comme l'a dit Miss Gab, vraiment recommandé d'ailleurs par l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi, comme l'a dit Monsieur Mourou, nous vivons en société et la société a ses droits aussi. Alors la seule chose que nous pourrons dire, c'est que la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Il faut en tout cas vivre sa vie, vivre les choses comme on devrait le faire, mais ne pas oublier à penser aux autres également pour ne pas les mettre en mal. C'est compliqué, c'est vrai, mais nous vivons en société et c'est un choix qui doit se faire. Dans tout ce que nous avons reçu aujourd'hui comme apport, plusieurs sont pour le fait d'allaiter en public, mais contre la manière. Donc, revoyons peut-être un peu la manière et le tour sera joué. On ne fera plus les blancs de blanc. C'est la fin de l'émission du jour, chers amis téléspectateurs. Merci infiniment à toute l'équipe qui a bossé avec nous. Le retour de Monsieur Claude, ouh là là, je sens que Miss Gab va avoir de super photos d'anniversaire. Merci ma chère Gaëlle. Merci Yems. Merci Gabs. Merci Monsieur Morous. Inch'Allah. Bye bye et à demain.